Salut tout le monde, vous écoutez Total Régal, le podcast qui raconte un jeu vidéo sans se la raconter. Au micro, c'est Bigot et Oxydo. Salut Oxydo, la forme. Salut Bigot, la pêche, très heureux de te retrouver pour ce nouvel épisode de Total Régal. Alors oui, Total Régal, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que, comme le veut la coutume en début d'émission, tu pourrais nous rappeler le concept de ce podcast ? Bien sûr, mon cher Bigot, ce podcast Total Régal, c'est un podcast qui dure environ autour d'1h30 et dans lequel, effectivement, l'un de nous deux raconte à l'autre un jeu que l'autre n'a pas fait. Et donc, vous pouvez, en écoutant, chers auditeurs, chères auditrices, vous placer soit dans la peau de celui qui raconte, soit dans la peau de celui qui découvre le jeu en temps réel. Le jeu avec son esthétique, son gameplay, tous ses rebondissements. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit riche de sens et de symboles. Vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez bien et sur YouTube. Dans cet épisode, c'est toi qui seras le racontant et moi l'écoutant. Et donc, bien, avec quel jeu vas-tu nous régaler ? Eh bien, écoute, je vais essayer de te régaler totalement, cette fois-ci, avec le jeu Firewatch. Firewatch, jeu développé par Campo Santo, un studio américain fondé sur la côte ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, qui aujourd'hui a été intégré dans Valve, et qui est sorti en 2016 sur PC. Et je ne t'en dis pas plus pour l'instant, parce que j'aimerais bien te poser la question initiale, la question fondamentale. Qu'est-ce que tu connais déjà, Bigot, sur le jeu Firewatch ? Alors, Firewatch, je n'en ai qu'une silhouette. J'ai qu'une image de la bannière du jeu. Je ne sais pas si on dit bannière sous Steam, puisque quand j'avais fait What Remains of Edith Finch, il était apparu dans mes suggestions. S'il est dans la même veine que What Remains of Edith Finch, voilà, si je dois imaginer un peu à quoi il ressemble, je dirais que donc ce serait un walking simulator, donc un jeu pédestre, donc plutôt un jeu d'ailleurs sylvestre, parce que justement de ce que j'avais aperçu sur la bannière, il y avait une forêt de sapins avec, semble bien qu'il y avait la cahute d'un guetteur de feu, et puis un ciel orangé. Donc est-ce que c'est un coucher de soleil ou déjà des flammes qui arrivent ? Voilà, peut-être que je fantasme un peu les choses. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, je ne sais pas, mais j'ai déjà eu affaire à des guetteurs de feu et j'imagine quelque chose d'assez seul par rapport au personnage si tant est qu'on incarne un guetteur de feu. Il y a un côté un peu ermite dans le métier, un peu comme un gardien de phare qui regarde la mer. Là, c'est plutôt une forêt, une mer d'arbres. Donc voilà, si je résume un peu, si je ramasse un peu tout ça, je me fais l'image d'un jeu pédestre avec une dimension psychologique peut-être assez marquée et puis symbolique du feu, peut-être quelques incartades dans le réalisme magique, je ne sais pas, voilà. Ok, c'est pas mal du tout. Écoute, il y a pas mal d'intuitions très intéressantes. Il y a des choses qui sont très pertinentes. Il y a des choses, tu vas voir, qui vont être un peu transgressées. Et j'ai hâte de te faire découvrir, du coup, ce jeu en partie pédestre, effectivement. Tu vas voir qu'on va se balader pas mal dans les forêts. Eh bien écoute, si tu es prêt, mon cher Bigot, on va lancer le jeu ensemble. Est-ce que tu es prêt ? Je suis totalement prêt. Eh bien alors, allons nous régaler avec Firewatch. Et donc on lance le jeu. On lance le jeu Firewatch. L'icône sur le bureau du PC est celle d'un bouclier orange, une espèce d'écu de blason avec un pin dessus. Donc effectivement, cette forêt que tu disais avoir vue sur la bannière, elle est aussi en fait sur l'icône, ne serait-ce que l'icône du jeu sur l'ordinateur, sur le bureau. Et dès que le menu s'affiche, menu principal du jeu, on voit une de ces hautes tours en bois très caractéristiques des parcs nationaux américains qui se dresse comme ça, majestueuse au sommet d'un promontoire rocheux qui se détache sur le ciel bleu. Et effectivement, comme tu l'as deviné, comme tu le sais, c'est une de ces tours qui permet de guetter les incendies dans les parcs naturels américains. On lance une nouvelle partie et écran noir. S'affiche Campo Santo présente. Donc Campo Santo, je le disais, c'est le nom du studio de développement de ce jeu. Alors je vais pas développer forcément tout de suite les tenants et les aboutissants de ce studio. Et c'est la surprise, puisque au bout du deuxième ou troisième écran, on ne commence pas du tout dans un parc national. Ah ! C'est pas du tout cette première image qui s'affiche. En fait, pour l'instant, on est sur écran noir et on entend des conversations dont on ne saisit pas vraiment le sens. On entend des bruits de verre, de glaçons qui s'entrechoquent, ambiance de bar.
Wow. Petite musique au piano qui se lance, et on a un fond flou qui apparaît, très abstrait, des lumières colorées sur lesquelles s'affichent de premières indications spatio-temporelles. On est à Boulder, dans le Colorado, en 1975. Donc Boulder, Ok. c'est une ville des États-Unis qui est située à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de Denver et qui est implantée vraiment juste au pied des Rocheuses. C'est cette fameuse chaîne de montagnes qui traverse donc de nord en sud tout l'ouest de l'Amérique du Nord. Et là, une première phrase s'affiche. Vous voyez Julia. Personnage donc féminin qu'on imagine. Narration qui s'adresse directement donc à notre personnage principal sous la forme de quelque chose qui pourrait ressembler à un livre dont vous êtes le héros. Et justement, on doit valider cette phrase. Cette phrase, elle s'affiche en orange et on doit la valider. On n'a pas vraiment de choix, finalement, pour l'instant, de valider ou pas, ou de choix entre deux possibilités. Musique au piano, donc lente, assez nostalgique. Et d'autres phrases commencent à s'afficher. Une intrigue commence à se déployer au fur et à mesure, avec des choix à faire ou pas. Des fois, il n'y en aura qu'un seul, des fois, il y en aura deux. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans une narration uniquement textuelle. Julia, elle a la trentaine, comme notre personnage, dont on ne connaît pas encore le nom, mais dont on apprend très vite qu'il s'appelle Henry. Je vais l'appeler Henry à la française. Il est un peu éméché, Henry. Il est sorti boire avec des amis et il s'approche d'elle. Il s'approche de Julia pour aller lui parler. Elle est avec un groupe de profs et d'étudiants de l'université locale. Et alors, première question que je te pose, mon cher Bigot, quelle disquette tu utiliserais pour aller aborder Julia en pleine soirée dans un bar, un petit peu éméché? Je te laisse le choix de la pick-up line. Qu'est-ce que tu dis? Alors, si c'était vraiment moi, je pense que je resterais tout à fait assis à ma chaise et je ne bougerais pas, vu ma timidité excessive. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant? Pourquoi pas aller faire une balade dans les Rocheuses? Ah, pas mal. Ce week-end, pas mal. Le week-end qui arrive, est-ce que ça te dirait pas? J'ai un groupe d'amis, on a prévu d'aller faire une balade dans les Rocheuses. Est-ce que ça te dirait pas de nous accompagner avec tes amis? Ah, super, pas mal. J'aime beaucoup l'idée. Alors, on peut choisir, effectivement, c'est le premier choix qu'on nous donne à faire dans cette narration textuelle. On peut dire soit alors, qu'est-ce que tu étudies? Ou bien un petit tu es très jolie, voilà, classique. Moi, je suis parti sur les études. Je vais pas te résumer à chaque fois les choix que j'ai fait, d'accord? Je te dirai un petit peu dans les choix principaux, on va dire, mais voilà, je vais te raconter mon expérience telle que je l'ai vécue et telle que les choix que j'ai faits vont mener en fait cette narration. Donc moi je suis parti sur les études. La question sur les études, qu'est-ce que tu étudies? En fait, j'apprends tout de suite que en fait c'est pas une étudiante, c'est une jeune prof de bio déjà à la fac. Et très vite, une romance se noue entre les deux personnages. Une semaine plus tard, Henry et Julia sortent ensemble. Donc, tu vois, on est déjà dans un petit prologue, en quelque sorte. Et à partir de là, première surprise, dans ce qui s'apparente à ce prologue, ces passages textuels, narratifs, vont alterner avec des passages en 3 dimensions à la première personne. Un peu Walking Simulator, comme tu disais tout à l'heure. Et où on comprend qu'on incarne cette fois-ci, de la même manière que dans les passages textuels, on incarne Henry. La musique ne s'arrête pas, ça permet de donner une cohérence globale à l'ensemble, mais donc on se retrouve dans un environnement en 3D. On joue Henry qui est dans un ascenseur et qui descend au sous-sol d'un immeuble. C'est une alternance dans la même unité de temps et de lieu, où tu bascules sur des époques ou des lieux différents quand tu passes d'un mode de jeu à l'autre, si j'ose dire. Alors pour l'instant on ne sait pas, mais D'accord. ça va se régler très vite, cette question. Ok. On descend dans cet ascenseur, on va au sous-sol d'un immeuble, il y a un sac à dos dans l'ascenseur, sac à dos style randonnée. Le jeu nous invite à le récupérer en appuyant sur la gâchette droite de la manette. C'est le bouton qu'on va utiliser désormais pour interagir avec la plupart des choses qui vont nous entourer. Ok. On arrive dans un parking souterrain qui est quasiment vide. À une exception, il y a un pick-up rouge qui est garé sur le côté, là, sur une place du parking. On charge le sac à l'arrière du pick-up, on monte dans le pick-up, écran noir. Retour à la narration textuelle. Et donc tu vois, il va y avoir ces allers-retours dans ce prologue entre le texte et l'image qui sont pas forcément immédiatement corrélés. D'accord. Retour au texte, donc, 1 an a passé. Ellipse. Passion idyllique entre Henry et Julia, ils ont emménagé ensemble, près de la fac, avec vue sur les Rocheuses. On est en plein été, sur un ponton, au bord du lac, on boit une bière, la vie est belle. Julia a envie d'un chien, elle a envie d'adopter un chien. C'est un de ces choix obligatoires qu'il faut faire. Donc le jeu nous laisse choisir le chien. Bon, on a le choix entre un petit beagle et puis un berger allemand. Bon, moi j'ai choisi le beagle, j'aime bien Snoopy.
Petit chien, donc, qu'on adopte, qui s'appelle Bucket. Ellipse, de nouveau. On est désormais en 1979, 3 ans plus tard. Donc, tu vois, c'est quand même des ellipses temporelles assez majeures. D'accord. On est sur le même ponton. Julia demande à Henry s'il aime les enfants. Le projet germe peu à peu. Il décide de se marier. Retour à l'environnement en 3D. Henry a garé son pick-up au cœur des montagnes, à l'entrée d'un chemin de randonnée dont on comprend qu'il est assez reculé dans la nature. On voit un panneau de prévention d'ailleurs, il y a un pompier souriant, une espèce de mascotte de pompier là, un peu creepy d'ailleurs, à côté d'une jauge qui nous indique en fait le risque de feu de forêt aujourd'hui. Je vois très bien. Et on voit que la jauge est vraiment sur le rouge vif écarlate, hein. Donc le risque de feu de forêt aujourd'hui est extrême. C'est la première fois qu'on a affaire à À une côté scène de en ça, forêt. c'est la première fois qu'on est en forêt dans un environnement en 3D. Ok. À côté de ça, on a une carte qui est accrochée à un panneau de bois dont on nous apprend cette carte qu'on est dans la forêt, dans la région de Two Forks, donc les 2 fourches. Et c'est une région qui est très inspirée de la forêt de Shoshone, qui est une forêt, une des premières d'ailleurs forêts qui a été classée, qui a été préservée, si tu veux, au tout début du XXe siècle par Theodore Roosevelt à l'époque. Qui a implanté, tu sais, les premiers parcs nationaux aux États-Unis. Et donc, c'est une forêt qui se situe près du parc national de Yellowstone. Donc, on est dans les Rocheuses, mais on est à 700 km au nord-est de Boulder. À côté de cette carte de la région, on a une petite affichette qui nous dit de faire attention aux ours. Il y en a une autre qui interdit les feux d'artifice. Et puis, il y a une dernière affichette qui nous indique que la piste qu'on s'apprête à emprunter n'est pas recommandée pour les randonneurs inexpérimentés. On emprunte le sentier. Retour à la narration textuelle, dont on commence à comprendre, je pense que tu l'as deviné, qu'il s'agit en réalité en fait d'un flashback. Cette narration textuelle, c'est un flashback par rapport au présent des scènes en 3D, et au bout d'un certain temps, à la fin du prologue, on restera dans cet environnement en 3D. Ok. On est en 1980 désormais. Julia rentre très tard un soir, elle est un peu ivre, ça engendre une dispute. 1 an plus tard, Julia dessine tout le temps. On peut choisir de poser d'ailleurs devant elle, comme un culturiste ou bien comme un mannequin de lingerie. Le narrateur nous complimente, nous dit vous êtes très jolie dans tous les cas. D'accord. Et donc on assiste à des moments de vie en fait, à des tranches de vie, voilà, de cette relation. Retour à l'environnement 3D, alors que le soleil se couche sur les Rocheuses, commence à envelopper tout d'une couleur rouge violacée. Henry suit une piste. Effectivement, une piste assez encombrée. Il y a des branches au milieu, il y a des troncs d'arbres qu'il faut franchir vers le poste d'observation de Two Forks. Et on apprend à franchir d'ailleurs ces troncs d'arbres avec le bouton A qui nous permet de franchir des obstacles. Ok. Et alors qu'on est aveuglé par le soleil couchant, comme ça, qui descend derrière un piton rocheux, la narration textuelle en flashback avance toujours plus vite. Les couleurs sont de plus en plus orangées. L'univers lumineux va transcrire aussi les émotions qu'on ressent dans cette relation. Les années passent et on est déjà au début des années 80. 5 ans après en avoir discuté pour la première fois, Henry et Julia n'ont toujours pas d'enfants. Le projet est sans cesse repoussé par le travail. Julia obtient un poste à l'université, dans une autre université qui est une prestigieuse université, celle de Yale, dans le Connecticut, mais c'est sur la côte est. Oui. C'est à 3500 bornes. Elle veut déménager, Henry ne veut pas. Elle accepte de faire des allers-retours régulièrement. 1 an plus tard, elle est renvoyée chez elle après une crise contre un collègue qui lui a piqué des livres. Et en fait, elle avait oublié que c'était elle qui lui avait prêté. On commence à comprendre que ce sont des mauvais signes, signes sans doute d'une maladie. Ah, d'accord. J'ai cru que c'était lié au fait que leur couple pouvait potentiellement commencer à être dysfonctionnel. Donc c'est aussi une maladie, d'accord, qui couve. Alors le couple est aussi dysfonctionnel, commence à dysfonctionner, mais en même temps va se rajouter en fait les signes d'une sorte d'Alzheimer, en fait, un Alzheimer précoce. Oh là là. Dans le présent, dont on ne sait pas encore à quelle date exacte, ça se passe. Henry a monté un camp de fortune dans une clairière sur son chemin. À la lueur d'une petite lampe, on ouvre un journal qui est en fait le journal intime de Julia, dans lequel se trouvent des dessins de Henry, justement les dessins que Julia a dessinés. Dont un effectivement en train de poser nu d'ailleurs. Et on voit à quoi ressemble Henry finalement à travers ce dessin que Julia a fait de lui. C'est un homme assez grand, assez trapu, un peu bedonnant, avec les cheveux bruns courts, avec une barbe assez fournie, les yeux plutôt doux, sous de gros sourcils qui lui donnent un air un peu triste. D'accord. Dernier retour à la narration textuelle, on est en 1987. L'état de Julia se dégrade, elle est renvoyée de la fac.
Henry ne sait plus vraiment comment agir face aux bouleversements mentaux de sa femme. La lumière derrière, hein, les textes, s'est considérablement assombri. Les choses empirent. Henry n'arrive plus à gérer. Il noie ses soucis dans l'alcool. Le fait pour le joueur, d'ailleurs, à ce moment-là, de ne plus avoir vraiment de choix, de dire non à certains éléments de narration, donne vraiment déjà une sensation un peu de tragédie, tu vois. Quelque chose d'implacable, une mécanique un peu implacable. Et donc on est en 1989. Henry se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Les parents de Julia arrivent à Boulder et ils décident de la ramener chez eux en Australie, puisqu'ils sont originaires d'Australie. Henry accepte que Julia reparte chez ses parents en Australie. Il répond un peu au hasard à une petite annonce dans un journal. Il est accepté sur le poste. Et ce poste, c'est un poste de guetteur, dans un poste d'observation dans les Rocheuses. Et donc, nous sommes en 1989, au plein milieu des Rocheuses, dans un poste d'observation extrêmement reculé, et ça va être le début du gameplay proprement dit. Waouh. Ton avis sur ce prologue, mon cher Bigot? Eh bien, écoute, chapeau d'ores et déjà pour avoir su, juste par les mots, retranscrire ça, dans non seulement l'histoire, mais aussi déjà la façon dont, d'un point de vue gameplay, c'est amené. Je suis pris aux tripes et j'ai trouvé vraiment cette mise en situation initiale, ce qui conduit à la situation initiale, tout à fait prenant et très intelligent. Je me rends pas compte à quel point cette phase-là, quand on l'a fait en jouant, peut être longue. Je sais pas combien de temps ça dure, cette phase-là. Elle est assez longue. Enfin, je pense qu'elle peut durer quand même facilement un bon quart d'heure. C'est une phase qui peut être assez conséquente. C'est pas juste 3 textes à passer, tu vois, pour se lancer dans le gameplay. C'est quand même quelque chose qui s'étire un petit peu avec ses allers-retours, justement, avec le présent de la narration, dont on comprend pas tout de suite exactement ce dont il s'agit, tu vois. Donc c'est cette contextualisation psychologique assez lourde, hein, donc que l'on va avoir pour le personnage qu'a priori Henry qu'on va incarner après toute la suite du jeu. On se doute que c'est ça qui va prendre le pas, presque. En tout cas, c'est là-dessus qu'on va attendre des échos avec ce qu'il va faire en tant que guetteur de feu. Sans mauvais jeu de mots, mais si ça va forcément être un, c'est que là, il y a tous les comburants qui sont là pour que ça s'enflamme dans tous les sens du terme, je dirais. C'est que il va forcément y avoir de mon point de vue, en tout cas, des soubresauts peut-être au départ, mais après des moments qui vont raviver des choses par rapport à cette histoire-là. Et donc, oui, très hâte de voir, très hâte, mais avec je t'avouerai, une vraie appréhension aussi, de voir dans quelle mesure Henry va être perturbé par cela, va se prendre potentiellement aussi des claques liées à ça, et de voir aussi, une fois qu'on est sorti de ce prologue qui a été construit, c'est un roman photo revisité à la sauce JV. Comment, en ayant été aussi innovant là dans cette phase-là, comment on va poursuivre aussi potentiellement, on va être surpris, je vais potentiellement être surpris par le gameplay de la deuxième phase. Ouais, tout à fait. Et puis donc un homme, comme tu le disais au début, comme tu en avais l'intuition, un homme aussi en recherche de solitude. Hein. Véritablement, cette solitude, elle va être au cœur de la thématique. Un homme meurtri, hein, donc qui va essayer de reconstruire quelque chose dans ces montagnes. Début donc du gameplay proprement dit, qui va nous accompagner pendant tout le jeu. C'est une magnifique nuit étoilée de pleine lune. On est donc au pied de cette haute tour carrée qui est un poste d'observation. On retrouve les mécaniques habituelles du jeu à la première personne, tu sais, notamment un petit réticule central qui nous permet de viser les choses avec lesquelles on veut interagir. On peut d'ores et déjà se balader d'ailleurs sur les sentiers qui nous entourent, mais bon, il fait nuit, on voit pas très bien, et puis le jeu nous enjoint clairement à rejoindre notre poste d'observation en montant les marches de bois, tu sais, qui tournent comme ça autour de la tour. Quand on arrive tout en haut de cette tour, le poste proprement dit, c'est une grande pièce carrée, au dernier étage de la tour. On entre. Dans cette pièce, il y a un lit, quelques bouquins laissés par notre prédécesseur, un peu de matériel, une bonbonne d'eau, matériel de radio, un talkie-walkie qui ne va pas tarder à devenir très très important. Et à peine le courant mis en marche, une voix féminine retentit sur ce talkie-walkie justement. C'est une voix qui va nous accompagner en permanence. Celle de la chef des guetteurs dans les environs de la région. Elle s'appelle Delilah. Delilah. C'est la voix de l'actrice américaine Cissy Jones qui lui a permis d'ailleurs d'obtenir le British Academy Game Award de la meilleure performance d'actrice dans un jeu vidéo en 2017.
un nouveau bouton apparaît, c'est la gâchette de gauche cette fois-ci, qui nous servira exclusivement à parler avec Delilah, à sélectionner nos réponses. Il va y avoir beaucoup de micro-choix de dialogue avec elle. Je vais pas te dire à chaque fois quels sont les choix dans les différentes réponses, mais la mécanique de base du jeu, ça va vraiment être ça. C'est beaucoup de micro-choix dans les actions, dans les dialogues, qui vont influencer les choses de manière assez subtile, qui vont influencer ce qu'elle va nous dire, ce qu'on va lui dire, par des petites déviations, plutôt que par d'énormes choix narratifs avec des embranchements bien distincts. C'est pas des choix qui vont vraiment orienter le jeu dans deux fins différentes, par exemple, ou dans deux moments totalement exclusifs, mais plutôt des petites digressions, des petites variations assez jolies, assez subtiles. Très intéressant tout ça, de se dire qu'il va y avoir ce dialogue qui pourrait s'apparenter aussi presque avec un dialogue avec sa conscience, ou bref, j'imagine plein de choses. Delilah nous accueille assez chaleureusement avec « Qu'est-ce qui va pas chez toi ?» Ouais, parce que les gens prennent ce job généralement parce qu'ils ont quelque chose à fuir. Plutôt futé, hein, Delilah. Ouais. Henry ne dévoile pas la vérité pour l'instant, il est assez fatigué, il a marché longtemps, mais on comprend tout de suite que Delilah a clairement une personnalité assez haute en couleurs, un vocabulaire assez imagé, elle adore les jeux de mots d'ailleurs. Une voix qui peut être assez charmeuse aussi, très complice. Elle essaie de deviner, elle nous dit 9 fois sur 10, les gars qui prennent ce poste viennent de se faire larguer. Ah bon. oui. Henry est fatigué, il met fin à l'échange de manière un peu abrupte et s'affiche alors sans transition sur un fond noir avec le bruit du vent en fond sonore en énormes lettres orange. Firewatch. On y est. On y est. Le nom du jeu s'enlève et on a jour 1 qui s'affiche. En fait, c'est déjà la fin de la journée, puisque Henry a pioncé un bon 14 heures d'affilée. On le retrouve attablé, en train d'écrire sur sa machine à écrire, sur son bureau. À droite, sur le bureau, une photo qui nous saute aux yeux tout de suite. C'est une photo de Henry et Julia, prise dans un miroir par Julia elle-même, dont le visage est d'ailleurs caché par l'appareil photo. Donc on la voit, elle est là, mais on ne verra pas son visage. On est comme réveillé de notre torpeur par Delilah, qui nous dit, surprise aussi, qu'elle nous voit à notre bureau. Et un peu étonnant. Et là, prise de conscience, en fait, Delilah, elle est dans la tour de Thoroughfare, qui est une tour qui est à quelques kilomètres au nord. Et en fait, on a la vue sur sa tour depuis la nôtre. Excellent. Ce sont deux tours d'observation qui se font face. Sauf que on se voit, mais on se voit pas trop, en fait. On se voit pas très bien. D'accord ? Elle, d'ailleurs, nous aperçoit. Elle a peut-être des jumelles. Nous, on n'en a pas. Donc, on ne voit pas Delilah. Elle est dans sa tour, en face de nous. Ah oui, se pose inévitablement la question de la rencontre potentielle entre les deux. Ah ouais, exactement. Et sur le bureau, on a une page d'ailleurs que Henry vient d'écrire. Si on zoome un peu dessus, on comprend qu'il tient une sorte de journal. On est le 1er mai 1989. Sur la première page de son journal, qu'il va tenir pendant tout le long de son aventure à Two Forks, Henry mentionne d'ailleurs Delilah, qui a l'air d'être un sacré numéro. J'espère que je n'aurai pas trop à bavarder avec elle, dit-il. Il va être bien déçu. Et on comprend également en lisant, ces quelques mots qu'il a écrits, que Henry a énormément de mal à gérer mentalement le départ de Julia en Australie. Et bien sûr, comme tu l'as deviné, sa propre culpabilité de ne pas avoir pu lui venir en aide et de l'avoir en quelque sorte abandonné. Là, c'est un journal qui l'initie en étant arrivé au poste de guet. Exactement, c'est une feuille en fait. Et ça n'a rien à voir non plus avec un carnet de bord dans lequel il consignerait ses activités pour, comme n'importe quel guetteur, un peu comme un capitaine aussi de navire, pour consigner aussi les opérations qu'il a pu mener sur le site en tant que guetteur. C'est vraiment quelque chose de très perso. Ouais. Non, c'est pas du tout. Ouais, c'est un truc très perso. C'est sur des feuilles volantes, donc vraiment des feuilles de machine à écrire. Il sort la feuille de la machine, il la pose à côté. Et je pense que ce qui lui donne cette envie, en fait, c'est de lire le journal intime de Julia sur le chemin du poste d'observation. Il a relu le journal intime de sa femme et ça lui a donné envie, je pense, de tenir à son tour ce journal. On comprend d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais on comprend qu'il a récupéré ce journal de Julia. On peut se demander pourquoi il lit le journal intime de sa femme. En fait, c'est la sœur de sa femme qui lui a donné, en lui disant que ce serait peut-être bien pour mieux comprendre peut-être ce qu'elle vivait. Voilà. Ouais, j'allais te poser la question comment il l'avait eu. D'accord. Ouais. Delilah donc nous réveille de notre torpeur et petite présentation rapide du boulot quand même par notre chef finalement, c'est notre boss. Et on apprend une nouvelle mécanique. C'est qu'en visant un objet avec le réticule qu'on a au milieu de l'écran et en appuyant sur la gâchette du talkie-walkie, cette fameuse gâchette gauche, en fait on peut discuter avec Delilah de cet objet en particulier.
Donc c'est-à-dire qu'on peut lui poser des questions sur tout ce qu'on va avoir, sur tout ce qui va nous entourer, sur tout ce qu'on va croiser. On peut interagir avec elle. Donc il y a une liberté qui est évidemment très très grande. Et c'est une mécanique qui va être utilisée en permanence dans tout le jeu et qui va être laissée vraiment au choix du joueur. C'est-à-dire que tu peux lui parler de tout, tu peux aussi lui parler de rien et rester totalement silencieux. C'est vraiment au choix. C'est génial. Et au milieu de la pièce, nous raconte Delilah, on a une table qui est une table de localisation, ce qu'on appelle une table de localisation d'Osborne, ce qu'on appelle une alidade. J'ai appris ce mot qui est une sorte de réglette mobile en fait au-dessus d'une carte, très bien. qui permet de localiser les feux de forêt, quelque chose qui est présent dans toutes les tours d'observation dans les parcs nationaux. Et alors qu'on est en train d'apprendre à utiliser cette carte, brusquement, Delilah repère des feux d'artifice à l'ouest. Elle nous dit d'ailleurs, regarde à l'ouest. On vise les feux d'artifice, hop, on appuie sur la gâchette, petit tuto. Premier jour, donc, première mission, arrêter les feux d'artifice, à tout prix. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on récupère le sac à dos, on descend de notre tour, et on va vers l'ouest, vers le lac Johnsea. On a une carte d'ailleurs, une carte et c'est assez intéressant parce que c'est pas une carte qui s'ouvre dans un menu totalement abstrait, c'est une carte qu'on tient à la main. Donc voilà, quand on appuie sur le bouton de la carte, hop, Henry sort sa carte et on peut zoomer dessus, mais on voit à travers ses yeux sur la carte qu'il va annoter au fur et à mesure. Donc tu vois, on a une espèce d'incarnation très forte, quoi. On a une sensation des objets qui sont vraiment dans notre main. On a une boussole aussi, mais pareil, on a la boussole dans la main, on regarde la boussole, c'est pas un HUD qui s'affiche en haut de l'écran, tu vois. Oui, c'est très manuel. On est chargé par Delilah de récupérer sur la route une corde qui va être indispensable pour le sentier parce qu'on doit, je t'ai dit, c'est une zone assez montagneuse, assez escarpée. Il y a des parties qu'on doit faire un peu en rappel. Et pour ça, il y a des boîtes de services, du matériel, tu sais, des services des forêts, là, qui sont placés un peu partout dans la région. Alors c'est pratique, le code du cadenas c'est toujours 1, 2, 3, 4. Pour cette première mission, donc, dans le soleil éblouissant de la fin d'après-midi, il est déjà 7h du soir, on apprend à se repérer, voilà. Sentiment d'immersion qui est assez prononcé, qui est déjà très intéressant. Et dans chacune de ces boîtes, tu sais que ce sont des boîtes un peu anti-ours, là, qu'on ouvre comme ça, en vertical, là, on trouvera un morceau de carte d'ailleurs, qui nous permettra de mettre à jour notre propre carte, en indiquant les sentiers principaux, en indiquant certains points d'intérêt, et toujours tout griffonné à la main par Henry, voilà, sur la carte. On récupère la corde. On tombe aussi d'ailleurs, il y a une lettre qui est dans cette boîte là, qui est une lettre qui a été échangée entre deux guetteurs qui s'appellent Ron et Dave 3 ans auparavant. Et donc on peut poser la question à Delilah justement. Si on vise la lettre et qu'on lui pose la question, elle nous dit que Dave, elle s'en souvient, c'était du style à partir en forêt, à manger des fourmis pendant toute une semaine. Bon, on sent globalement que le métier de guetteur de feu a de l'avenir en ce qui concerne la santé mentale. C'est un bon moyen de refaire un point sur soi-même. Et donc juste un point quand même sur ce trajet, sur les environnements, parce que voilà, je pense que tu commences à avoir des images en tête de à quoi ça peut ressembler. Environnements qui sont vraiment très jolis, et le design global de l'environnement naturel fait penser et a été travaillé par les graphistes à partir de ces grandes affiches qui avaient été réalisées dans les années 30 pour promouvoir le tourisme dans les parcs nationaux. Je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble, ces affiches un peu de mélange entre le modernisme, un peu art déco, avec des lignes très épurées, des formes très simplifiées, des couleurs très contrastées, pardon. Est-ce que tu vois à quoi ça pouvait ressembler, ces affiches-là? Alors, là, l'image que j'en ai, et tu me parles au passé, mais j'ai l'impression qu'il y a un regain depuis quelques années maintenant pour ces affiches-là. Tout à fait. Dans tous les lieux de tourisme, en fait, un peu emblématiques. C'est ces affiches-là que l'on voit beaucoup revenir, c'est ça? Exactement, oui. Je pense que tu penses à la bonne chose, ouais. Si c'est ça, je vois à peu près dans quelle trame on est. Ok. Donc on marche dans des herbes couleur d'or, tu sais. On peut commenter donc la vue sublime sur les canyons avec Delilah. Si on s'arrête devant une vue, on peut lui parler, on commente la vue. Et l'environnement déjà a une force d'incarnation qui est vraiment très forte. Ok. Sur le chemin, on voit plein de choses, donc je vais pas te lister tout ce qu'on voit, mais on voit notamment un arbre qui a été déraciné par un grizzly. C'est quand même déjà le deuxième avertissement d'un éventuel ours dans les parages, après la petite affichette du début. Et on arrive à la pente rocailleuse, que d'ailleurs on peut renommer en parlant à Delilah. On peut choisir le nom de cette pente. Moi j'ai choisi le versant des estropiés. Voilà. Mais ça c'est génial, c'est-à-dire que la toponymie des lieux, tu peux la fixer. Exactement. Et d'ailleurs, ça va être marqué sur la carte de Henry. Henry écrit le nom qu'il invente. Alors, c'est pas pour tous les endroits, mais pour 2-3 endroits, ça va marcher comme ça. Donc, c'est assez amusant. Mais c'est génial parce que je suis vraiment surpris par
les possibilités offertes déjà par ce que tu me donnes, sans qu'on sent bien qu'évidemment on avance quand même sur une intrigue qui va nous porter linéairement vers quelque chose qui doit être évidemment pensé à l'avance, notamment s'il y a des effets d'évolution psychologique du personnage. Mais oui, que ce soit dans la façon de choisir si on veut pousser plus ou moins le dialogue ou le bavardage avec Delilah, pardon si j'écorche son nom, C'est ou ça. la façon dont on va prendre le temps d'explorer, de nommer, de fouiller, d'explorer. Je dois dire que c'est déjà là, ça me donne une envie assez folle de voir comment je créerai une aventure dans ce jeu. C'est assez formidable. Tout est fait pour que le joueur vraiment s'approprie l'ambiance, l'environnement, l'atmosphère, s'approprie aussi ce dialogue, cette interaction qui se crée avec elle. Et donc on est au sommet de cette pente, donc ce versant d'estropié, et en haut de chacune de ces pentes, il y aura une borne d'ailleurs à laquelle on peut accrocher une corde pour descendre en rappel, corde qu'on a récupérée dans la boîte de service. Évidemment, la corde lâche pendant qu'on descend. Bon, on est coincé en contrebas pour l'instant, on devra trouver un autre chemin pour monter, c'est pas grave. D'accord. On arrive au cœur d'une belle prairie, voilà, qui serait d'ailleurs un super spot de camping. Et justement, il y a des campeurs. Il y a non seulement des campeurs, mais il y a des canettes de bière un peu partout. Il y a des feux d'artifice non utilisés là qui sont sur un rocher. Bon. Alors moi, je me suis attelé à nettoyer l'ensemble du campement. J'ai confisqué les feux d'artifice, j'ai rangé les bières. Tu peux ne pas le faire, hein, mais bon, moi j'ai joué RP, donc il y a aucun trophée à obtenir, hein, mais ça la fait partie de rencontre avec les micro-actions, tu vois, qui vont permettre de se fondre dans l'incarnation du personnage principal. Pas de rencontre avec les campeurs ne sont pas là? Alors, attends, on s'approche du lac. Pardon. On s'approche du lac et donc on voit qu'il y a d'ailleurs sur un rocher, il y a des vêtements qui sont posés négligemment. J'en étais sûr. On suit le petit chemin à travers les broussailles qui mènent au lac. Et là, autre découverte, des soutiens-gorge et des culottes. Sans doute donc des pyromanes nudistes. Delilah se moque un peu de nous d'ailleurs en disant oh là là, est-ce que tu vas réussir à gérer la situation? Bon. Ah oui, parce qu'en plus dès que tu interroges l'objet, ah bah en oui, plus, elle est assez sarcastique, elle est un peu moqueuse. Bon. Incroyable. Et donc on avance, on arrive au lac et là il y a une boombox, tu sais, ces grosses chaînes hi-fi là portatives à fond des ballons qui envoient une musique pop horrible. Et quand on débarque au bord du lac, effectivement, au loin, au milieu du lac, deux silhouettes qu'on voit très mal, mais qui sont assombris par le contre-jour. Ce sont deux jeunes femmes qui sont là au milieu du lac et qui nous insultent copieusement, pauvres types paumés dans les bois, pervers, etc. On leur dit non mais hey, ça va pas, les feux d'artifice et tout ça. Elles s'enfuient sans demander leur reste. La musique, j'en pouvais plus, j'ai pris la boombox, je l'ai jetée dans le lac, ça a arrêté la musique d'un seul coup. Tu vois, il y a des petites interactions assez sympas. Excellent. Bon, on a réglé la situation, mais il s'agit de rentrer à la tour avant la nuit quand même. Oui, parce que tu disais qu'il était tard déjà. Il est quand même assez tard. Et d'ailleurs, le temps passe et le soleil aussi commence à se coucher. Alors, c'est pas du temps réel, mais tu sais, il y a un petit script finalement qui fait que au fur et à mesure de tes actions, on a le sentiment, la sensation que le temps passe. Et c'est très très bien fait d'ailleurs, c'est assez subtil. D'accord. Seulement, le chemin n'est pas praticable en sens inverse, puisqu'on n'a pas de corde et la corde a lâché. Donc, on doit remonter tout le long d'un canyon, en fait, qui est le Thunder Canyon, le canyon de l'orage, qui traverse la région d'est en ouest, qui porte bien son nom d'ailleurs, puisqu'il y a un orage qui arrive, qui est en train d'arriver. Et sur le chemin de ce canyon, donc on est au fond de la gorge, hein, tu sais, Delilah nous appelle et nous avoue qu'elle avait un peu picolé. Hier soir, lorsqu'elle a accueilli Henry la veille, hein, bon, elle s'excuse d'avoir été un peu indiscrète, d'avoir été un peu pushy, tu vois. Et il y a déjà une certaine forme de complicité naturelle qui se crée entre Henry et elle, à base, comme je te disais, d'humour un peu sarcastique, de jeux de mots. Beaucoup de jeux de mots pourris sur l'orage, tu sais, je vais te mettre au courant. Bon, le courant qui passe entre les deux. Bon. Juste une question peut-être anecdotique, mais c'est en français que ça se passe ou tu joues en anglais C'est une très bonne question. Ce sont des voix anglaises. C'est des voix anglaises, américaines, avec des sous-titres en français. Sous-titres d'ailleurs qui essayent de traduire un petit peu les jeux de mots, hein, enfin des adaptés, on va dire. Les sous-titres sont d'ailleurs très bien faits. Mais oui, c'est une bonne question, je l'ai pas précisé. C'est l'actrice américaine, c'est la voix de cette actrice américaine qu'on entend. Pareillement pour Henry, il n'y a pas de doublage francophone effectivement qui a été effectué. D'accord. Petite dose de flirt aussi qu'on sent, qui va aller en évoluant entre les deux, hein, que le joueur d'ailleurs a le choix, comme tu le comprends, d'amplifier ou d'atténuer, hein, selon les réponses qu'on donne à Delilah. On peut jouer là-dessus ou bien évidemment se retenir totalement. Et alors ces petits échanges entre Delilah et Henry m'ont donné une idée de mini-jeu, mon cher Bigot. Si tu le veux bien, j'ai un mini-jeu sur les voix
qui guide le protagoniste dans les jeux vidéo et au cinéma. Voilà. Excellent. Donc, je vais te donner soit des jeux vidéo, soit des films aussi. Hein. Je vais t'expliquer un peu la situation, le personnage et ça. Et donc, ton job, c'est de retrouver le personnage dont je parle et puis le film dans lequel on le trouve ou le jeu vidéo dans lequel on le trouve. Premier exemple, dans ce jeu vidéo de 2007, on a un personnage principal qui est incité par une voix qui est plutôt menaçante et assez sarcastique, incité à traverser des pièces toutes blanches en tirant sur les murs, avec un drôle de pistolet qui fait des trous orange et bleu par lesquels on peut passer. Je n'ai pas fait le jeu, mais avec les couleurs et les trous de transfert, je suppose que c'est un des épisodes de Portal, peut-être le premier. Exactement, c'est Portal. Et alors, est-ce que tu te souviens comment s'appelle cette voix qui nous guide et qui est une voix assez malveillante d'une certaine manière? N'ayant pas fait le jeu, je n'en ai aucune idée. Eh bien, c'est GLaDOS. C'est la fameuse intelligence artificielle GLaDOS qui nous guide à travers ces tests. Un film, cette fois-ci. Un film qui date de 1988. Et comme dans Firewatch, c'est un talkie-walkie qui permet de faire échanger deux personnages qui ne se connaissent pas et qui ne se sont jamais vus, comme dans Firewatch, mais qui se vouent pourtant une haine réciproque. Pourquoi il se voue une haine réciproque ? Parce qu'il y en a un qui menace de faire exploser une tour de Los Angeles, et l'autre qui essaie de l'en empêcher en rampant notamment dans des conduits d'aération avec un fameux Marcel Blanc et quelques punchlines bien senties. Oui, mais alors là, ce film. Je pense que c'est Piège de cristal. Exactement, c'est Die Hard, Piège de cristal, et c'est effectivement John McClane et Hans Gruber dans Die Hard. Jeu vidéo. Cette fois-ci, on est en 1998, et c'est une complicité entre deux personnages qui se nouent et qui échangent très régulièrement via un système, cette fois-ci, d'oreillettes très perfectionnées. Et le personnage principal contacte cet autre personnage par une fréquence, qui est la fréquence 140.85, fréquence d'ailleurs qui est partagée avec une spécialiste en génétique et en nanotechnologie, et qui permet donc au personnage principal d'échanger pendant tout le jeu avec d'autres protagonistes, mais qu'on ne verra jamais en fait dans le jeu, qui ne seront jamais là en chair et en os. Est-ce que tu vois quel est ce jeu vidéo ? Je pense que c'est Metal Gear Solid. Eh oui, bien sûr, bravo mon cher Bigot, c'est Solid Snake. Et le colonel Campbell dans Metal Gear Solid, premier du nom. C'est dingue quand même l'impact de ce... c'est quoi, c'est le codex, c'est ça ? Si je dis pas de bêtises. Exactement. Tout de suite, en fait, quand tu m'as parlé du talkie-walkie, la référence, en fait, vient tout de suite, c'est dingue, hein, comme ça marque ce... Ouais. Je crois qu'on en avait discuté, tu avais une expression qui était... En fait, tu avais une remarque qui était assez... qui m'avait marqué. C'était que tu avais dit presque que, pour toi, le dialogue avec le codex, c'était le jeu. C'est vrai que j'avais dit ça. C'était un peu une boutade, mais je pense encore. Tout le jeu, en fait, c'est le codec pour moi. Mais ouais, j'expliquerai un jour. Je ferai une petite vidéo YouTube un jour là-dessus. Retour au cinéma. Film de 2002 cette fois-ci. Le personnage principal de ce film, c'est un personnage qui est menteur, qui est infidèle, qui est vaniteux, et qui se retrouve en fait soumis à un chantage particulièrement cruel, parce qu'il y a un homme qui menace de le tuer s'il ne révèle pas à sa femme, à ses clients, tous les mensonges dans lesquels il s'est empêtré depuis toutes ces années. Et cet homme, ce personnage principal, il est prisonnier, entre guillemets, dans une cabine téléphonique, qui est la dernière cabine téléphonique à une époque où, évidemment, les cabines téléphoniques tentent à disparaître au profit des téléphones portables. Est-ce que tu connais ce film de 2002 ? Alors, je ne l'ai pas vu. Je piffe comme ça, Phone Game. Exactement, bravo. Ok. Allez, super. Dernier exemple, Génial, dernière devinette. Jeu vidéo de 2013, dans lequel une voix nous accompagne en permanence et commande ce qu'on fait en tant que joueur, tous nos choix, et d'ailleurs nous incite à faire certaines choses, même si nous avons quand même la liberté de lui désobéir. Et il adapte sa narration en fonction, évidemment. Est-ce que tu te souviens de ce jeu ? Je ne l'ai pas fait, mais je suis quasiment sûr qu'il s'agit de Stanley Parable ou Parable. Exactement. Juste comme ça. Voilà, je vais le prononcer à la française, The Stanley Parable, voilà, et c'est le narrateur, effectivement, de ce jeu extrêmement méta. Et donc là, dans Stanley Parable, on a une voix qui est un narrateur, ou c'est comment on est... Qui nous parle en fait finalement ? C'est un narrateur, c'est littéralement le narrateur de l'histoire qui essaye de raconter une histoire, mais nous on a la liberté de lui désobéir et donc d'envoyer son histoire
sur d'autres rails que ceux qu'il a prévus. Wow. Donc c'est intéressant parce que ça fait écho un peu à Firewatch, puisque nous aussi on peut choisir de faire dérailler un peu l'histoire, alors pas totalement non plus, mais en tout cas de faire aller cette histoire sur des chemins de traverse, littéralement. Et donc on retourne dans cette région de Two Forks et on est au bout du canyon. On est arrivé au bout du canyon, il fait nuit. On traverse une grotte afin de récupérer un sentier à flanc de falaise qui va nous ramener notre tour d'observation. Dans la grotte d'ailleurs, on passe devant une grille qui est fermée à clé, avec le numéro 452 marqué dessus. Accès fermé, Delilah sait plus trop ce qu'il y a derrière d'ailleurs, les clés ont été perdues depuis longtemps. Bon, petit point d'interrogation. On sort de cette grotte, la nuit est tombée, et alors qu'on remonte vers la tour, à flanc de falaise, d'un seul coup, la lumière d'une lampe braquée sur nous. On regarde en direction de la lampe, et il y a une silhouette au bord de la falaise qui nous regarde. On s'inquiète un peu, on appelle Delilah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette silhouette qui nous regarde, et Delilah elle traite ça de manière un peu sarcastique, tu vois. Elle dit à Henry, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de cet endroit. C'est un lieu public. Il y a des gens. Bon, mais en tant que joueur, ça crée une sensation flippante. Elle se fout de nous, mais bon, on a quand même un peu peur, quoi. Bon, surtout que moi, personnellement, j'ai du mal avec les jeux d'horreur en plus, tu sais. Bon, même. Déjà, j'ai les jambes qui flageolent un peu. Bon. On arrive au pied de la tour. L'intervention de Delilah ne t'a pas rassuré, ou en tout cas... disons que ça désamorce un peu le truc, mais quand même, on se pose la question. Parce que quand on arrive au pied de la tour, il y a la machine à écrire qui est au pied des escaliers, qui a été jetée du haut de la tour. Et là, il y a une musique angoissante qui se met en marche, un peu tendue, et Delilah perd totalement son ton sarcastique, elle nous dit tu devrais aller voir. On monte. Et là, une fenêtre a été brisée. La pièce a été visitée en notre absence, tout est saccagé, il y a des draps qui ont été volés. Qui a fait ça ? Mystère. Écran noir, jour 2. Par rapport à la fin de la journée, dès lors que, en plus, il y a ce passage avec une grille, là, le numéro 403, je crois, qui est marqué dessus. 452. Pardon. Est-ce que on pourrait avoir des indices qui laissent à penser que Henry est en train de délirer ? Par rapport à son rapport à l'alcool, par exemple, ou là, en fait, globalement, on a vraiment l'impression que tout est ultra réaliste. Pour l'instant, tout paraît assez réaliste. D'accord. Mais on a toujours le prologue derrière nous. Et donc, il y a aussi une liberté d'interprétation assez grande qui est laissée aux joueurs, tu vas voir. Et ça va s'accentuer. Jour 2, donc, Rise and Shine. Cette fois-ci, on se lève à l'aube. Mauvaise nuit, comme on l'apprend sur le texte que vient d'écrire Henry à la machine à écrire. Là, bon, il s'est endormi qu'à 5h du matin. Il a fait un cauchemar. Bon, pas cool. Delilah nous gratifie d'un petit wake-up pendant qu'on se prend un café. Et il y a un nouveau problème. Puisqu'il y a eu un orage la nuit dernière. Et cet orage a coupé la ligne téléphonique qui permet de communiquer avec le service central. Ce qui veut dire que nous sommes complètement isolés du reste du monde. Un poil flippant, surtout quand on considère les événements de la veille au soir. Bon, il s'agit de randonner, mais cette fois-ci vers le nord, jusqu'à la ligne téléphonique, pour aller vérifier ce qui est arrivé donc à cette ligne téléphonique. Bon, on est obligé d'y aller, donc on prend notre sac à dos, on y va. Alors je suis obligé évidemment de te passer tous les détails de la randonnée elle-même, qui est en grande partie d'ailleurs, il y a pas mal de moments de contemplation, d'observation des alentours, d'aller-retour entre l'environnement, la carte, la boussole qu'on tient dans nos mains, on s'oriente. Bon. Et c'est d'ailleurs un point un peu contradictoire, c'est une limite un peu de notre podcast finalement, c'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de l'expérience de jeu qui sera perdue en fait dans le racontage. Mais bon, on fait avec ce qu'on a évidemment, et tu sens quand même, je pense, l'atmosphère globale de ce qui peut se créer. Par rapport aux éléments que tu as donnés justement en termes d'interactivité, peut-être que quand on joue, ça, on le ressent moins. Et là, je peux pas m'empêcher de poser une hypothèse. C'est que là, globalement, dès que l'on veut observer quelque chose, en tout cas, dès qu'on sollicite une interaction avec Delilah, elle est là. Oui. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que Delilah est une création de l'esprit de Henry. Intéressant. Là, pareil, je suis pas trop versé dans les termes de psychologie, donc je m'excuse si le terme est pas forcément approprié, mais de ce qu'on pourrait appeler une schizophrénie, qui pourrait être latente, voire une interprétation importante. Tout à fait intéressante. Voilà. Donc, écoute, garde ça en tête, et nous verrons. Et donc, de fait, après, quand j'ai ça, si tu veux, presque que quand tu vas dérouler les choses,
que ce soit moins fleur bleue, que tu t'attardes moins sur la marguerite qui est au bord du chemin et qu'on la rate, ou le hibou qui est sur l'arbre, je dirais que là, mon esprit est très habité par détecter les signes, en fait, du comportement de Henry et du côté peut-être un peu trop poussé ou exacerbé des phénomènes et des événements qui vont se dérouler. Pardon. C'est bien. Tu vas être attentif aux petites interactions là que je vais décrire. Ouais. J'ai pas encore parlé d'ailleurs de l'environnement sonore également qui fonctionne vraiment de manière très immersive. Donc il y a Delilah évidemment qui en discute, mais il y a beaucoup de bruits d'oiseaux, d'animaux, du vent, tu sais les pas sur l'herbe, sur les cailloux. En plus, comme je t'ai dit, on peut signaler Delilah tout et n'importe quoi, un arbre bizarre, la brume matinale, un beau point de vue. Enfin, c'est vraiment comme si on pouvait incarner directement et concrètement les sensations qu'on peut avoir en tant que joueur, les sensations visuelles, sonores. Et donc la mécanique fonctionne super bien. Enfin, c'est en partie adaptatif d'ailleurs, la musique, bon, c'est chouette, c'est très marquant. J'ai été amené à rencontrer des guetteurs de feu, donc pas du tout aux États-Unis, mais j'ai fait un stage en 3e où on est allé visiter les sapeurs-pompiers de Marseille. Et c'était vraiment très intéressant. On avait rencontré des pilotes de Canadair et on était allé aussi sur les massifs là de la Sainte-Victoire et autres là dans l'arrière-pays. Et on avait rencontré des guetteurs. Et donc, c'est de là, notamment, vient la remarque que j'ai fait au tout début, où vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et tu voyais qu'il y avait, dans les caractères, quelque chose qui est évidemment, qui allait très bien avec ça. C'était ce côté seul. Vraiment d'être, pendant des heures face à ces massifs-là, à scruter l'horizon. Et il y avait un autre aspect, plus en lien avec ce que tu dis là, qui est, allé aussi bien avec l'image de l'ermite, ce côté un peu contemplatif par rapport au paysage, le fait de regarder pendant des heures en fait finalement ces longues étendues et avec juste le bruit de la nature, du vent, des oiseaux. Et donc je voulais savoir cette dimension là, est-ce que le jeu te la propose? Est-ce que peut-être aussi les autres contraintes font que finalement tu vas moins être enclin à être sur ce type d'approche ou pas? Oui, tout à fait. Non seulement il la propose, mais en fait, c'est au choix du joueur, en fait, de l'accepter ou pas. C'est-à-dire que je te donne un exemple précis. À un moment, si on fait un petit détour en se baladant, on peut tomber sur un petit raton laveur qui est en train de grignoter une pomme. Et voilà. Et alors, on s'approche ou pas, on s'approche tout doucement, on regarde et on peut totalement passer à côté, en fait. C'est des propositions qui sont faites, une sorte de narration un peu environnementale, d'ailleurs. Et au choix de chacun de s'en emparer ou pas. Génial. Sur le chemin de cette ligne téléphonique, donc on va vers le nord, comme je te l'ai dit, on commence à aborder un peu la vie d'avant. Delilah pose des questions, on parle des promenades qu'on faisait avec Bucket, tu sais, le petit chien, le long de la rivière à Boulder. On commence à évoquer un petit peu Julia. Et soudain, Delilah nous interrompt. Et quelques secondes plus tard, on l'entend parler avec quelqu'un d'autre, au talkie. Et elle semble pas s'être rendue compte qu'on l'entend toujours. Et d'ailleurs, on a le choix, on peut l'appeler, ou alors on peut continuer à l'écouter attentivement. J'imagine que si on l'appelle, ça l'interrompt. Moi, j'ai choisi d'écouter. Bon. C'est malin. Et on entend non, je pense pas qu'il sache quoi que ce soit. J'en suis absolument sûr. Bizarre. Et là, on peut la mettre face à ce qu'elle vient de dire d'ailleurs. Est-ce qu'elle était en train de parler de moi? Je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit. Tu parlais de moi? Et là, elle a dit que c'était un appel professionnel. Elle commence à s'énerver. Elle coupe le contact. Le premier petit écart dans cette complicité qui se crée, donc on continue notre chemin. On passe pas loin d'ailleurs d'un poste de guet abandonné. Ouais. On continue de trouver des lettres, tu sais, échangées par Dave et Ron là dans des boîtes de service. Ah oui, il y a ça aussi. Bon, alors c'est une histoire très annexe, mais on sous-entend que Dave voulait parler de certaines choses à Ron, qu'il était peut-être pas prêt à les entendre. On sait pas exactement quel est le fin de mot de l'histoire, c'est quelque chose de pas vraiment explicite, hein, mais on comprend clairement que c'est une espèce de variation Brokeback Mountain, quoi. Mais l'un des deux, par exemple, était dans la cahute où se trouve Henry maintenant, ou non, même pas, on ne saura pas ça? Non, c'était deux guetteurs d'autres postes d'observation. D'accord. On arrive au fameux câble qui s'est coupé pendant l'orage, et alors devine quoi? Ce n'est pas l'orage qui a coupé le câble, figure-toi, puisqu'il a été coupé net par des ciseaux ou des cisailles, et il y a des canettes de bière à côté, avec un morceau de tente sur lequel il est marqué « Go to hell ». Les pyromanes nudistes ont encore frappé.
Alors tout ce qui vient à l'esprit de Delilah pour les punir, puisqu'elle a repris contact avec nous, serait illégal. Hein. Elle nous propose de leur foutre une peur bleue en saccageant leur camp lorsqu'elles seront parties en balade. Donc on continue notre chemin, on va essayer de suivre la trace des campeuses. Alors on suit les canettes de bière en fait, hein, on repart vers le sud-ouest. Sur la route, suspendu à une falaise, on trouve un sac à dos abandonné d'ailleurs. Donc il n'y a pas le sac à dos des campeuses, mais c'est un sac à dos dans lequel il y a un bon paquet de cordes, ainsi qu'un appareil photo jetable. Sur lequel il reste encore une vingtaine de photos à prendre. Sans doute le sac d'un ancien guetteur qu'il a perdu, parce qu'il y a du matériel quand même de rando, hein, voilà. Et au moment où Henry dit « Ah, merci Brian Goodwin », parce que c'est le nom de celui à qui appartient ce sac, c'est marqué sur le sac, Delilah d'un seul coup réagit de manière beaucoup plus sérieuse, voire un peu émue. Et donc on commence à discuter. En creusant un peu, on apprend qu'en fait c'est un collégien, Brian Goodwin. C'était le fils de Ned Goodwin, qui est l'ancien guetteur du poste de Two Forks, donc c'est le poste qu'occupe Henry, et qui était là avec son père. Alors normalement un enfant n'avait rien à faire là, enfin un enfant, un ado, hein, mais bon, Delilah n'est pas trop à cheval sur le règlement, et puis en plus bon, elle aimait bien discuter avec Brian d'ailleurs au talkie, et d'ailleurs ils sont partis il y a 3 ans au beau milieu de l'été, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ce poste n'était pas pour eux, que ça marchait pas très bien, donc bon, elle les a un peu perdus de vue. Et donc on retrouve en fait le sac de Brian qui est là, qu'il a sans doute perdu à un moment. Et du coup, on a un appareil photo. À partir de ce moment-là, on a un appareil photo qu'on peut utiliser d'ailleurs n'importe quand. Donc on peut prendre des photos. Alors il y a une limite, hein, puisqu'on a 18 clichés à prendre. C'est un appareil photo jetable, hein, comme à la belle époque. Et moi, je me suis pas gêné pour prendre des photos de beaux points de vue, de choses qui me paraissaient importantes, que je voulais garder en tête. Et donc on va redescendre vers le sud par un sentier parallèle à celui qu'on a emprunté le matin. Par rapport à cet appareil photo qu'on a récupéré, est-ce qu'on peut aussi voir les photos qu'il contient déjà et est-ce que ça porte un intérêt ? Alors il y a sans doute déjà des photos dessus puisque c'est un appareil photo qui peut en contenir 24. Mais comme tu le sais à l'époque, pour voir les photos d'un appareil jetable, il faut les développer. Les développer. Et donc on n'a évidemment pas accès à ces photos qui sont déjà sur l'appareil. D'accord. Et donc peut-être les verra-t-on plus tard. Sur le chemin, Delilah s'excuse encore une fois de s'être un peu emportée plus tôt lorsqu'on l'a interrogée, tu te souviens, à propos de cette fameuse conversation qu'elle a eue en talkie avec quelqu'un d'autre, qui a pu être mal interprétée. Bon, on reprend un peu notre discussion et elle est très intéressée de savoir si Henry a laissé quelqu'un derrière lui lorsqu'il a quitté le Colorado. Bon, moi j'ai choisi de lui dire directement que Henry était marié, mais on peut totalement lui répondre, comme je te disais, non, j'avais personne. Et j'imagine que ça mène sur des chemins de dialogue un peu différents, peut-être un peu plus flirty, tu vois. D'accord. Donc en suivant la piste des pyromanes coupeuses de câbles, on passe devant une énorme clôture grillagée qui entoure une très grande zone. Delilah d'ailleurs semble n'en avoir aucune connaissance, donc peut-être des biologistes qui travaillent sur des expériences, tu sais, sur la faune et la flore. On traverse une zone de forêt brûlée, et alors que Delilah pose encore des questions sur ce qui a poussé Henry à partir loin de sa femme, on lui confie qu'elle a Alzheimer, et bon, même si on peut encore une fois choisir de ne rien lui dire. Et donc Delilah finit par promettre à Henry que cet été va lui permettre de se changer les idées. D'un seul coup, alors qu'on enjambe le canyon qu'on a traversé tout à l'heure, avec une espèce de pont naturel, une arche qui passe au-dessus, une musique atmosphérique à la guitare s'initie, et une fine colonne de fumée qui apparaît au loin. Est-ce que c'est le retour des campeuses et de leur camp ? Bon, donc c'est la prochaine étape, le 5 Mile Creek, qui est au sud-ouest de la région. Donc on traverse vraiment toute la map, on va de nord au sud. J'avais une question par rapport à ça, c'est dans ces zones, dans les États-Unis, dans le Grand Ouest américain, la notion d'immensité, des distances, est-ce que c'est quelque chose sur lequel le jeu joue ou pas ? Comment on le ressent ça au travers du gameplay et de la façon dont c'est montré ? Un petit peu, c'est montré par les escarpements en fait de ces espaces, par le fait que on peut pas aller tout droit. Il y a toujours des détours à faire, il y a toujours des pentes à prendre avec nos cordes pour descendre en rappel, tu vois. Dans la boîte de service qu'on trouve au 5 Mile Creek, là, donc l'endroit où est censé se situer le camp des pyromanes, on tombe sur une affiche d'une personne qui est disparue 8 ans auparavant. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Mitch Michaels et dont le visage rappelle beaucoup celui de Henry lui-même d'ailleurs, même pilosité, même rondeur du visage. Et donc en discutant avec Delilah, on revient un peu sur les mystères de cette région, et c'est vrai que c'est une zone où il y a des gens qui peuvent disparaître en fait, parce que des gens qui sont seuls, qui arrivent et qui, d'un seul coup on n'entend plus parler d'eux.
Et notamment, on reparle de Ned Goodwin, donc le père de Brian, tu sais, qui a abandonné son poste du jour au lendemain. Bon, on apprend qu'il souffrait de stress post-traumatique dû à la guerre. Delilah pense qu'il n'était juste pas fait pour ce job. C'était un guetteur très taciturne d'ailleurs, avec lequel elle pouvait pas parler comme elle parle avec Henry. Bon, donc on continue notre route, on traverse de magnifiques bois luxuriants avant d'arriver à ce feu de camp. Le soleil donc évolue en même temps que notre trajet, comme je te disais tout à l'heure, et c'est extrêmement immersif. Et quand on arrive au camp, c'est relativement inquiétant parce que les filles ne sont pas là. Et non seulement Henry retrouve ses draps volés, tu sais, qu'on lui a volés dans son poste d'observation, oui. Mais la tente est déchirée, les vêtements des filles sont déchirés, et elles ont laissé un message qui commence par « Cher psychopathe, on s'en va, mais on va prévenir la police qu'un pervers rôde autour du lac, etc. etc. » Bon, jour 3, énorme en orange écrit. Ah oui, tu n'as pas zappé de jour là en plus. Il y a tellement de choses qui se passent que j'ai l'impression que tu as peut-être éludé 1 ou 2 jours. Ou que... Exactement, et tu vas voir, ça va s'accélérer. D'accord. Puisque le jour 3, on retrouve Henry au matin en train de clouer des planches pour boucher la vitre brisée, tu sais, de sa fenêtre. Oui. Donc on descend, on va récupérer quelques planches au pied de la tour, et pendant qu'on travaille, on se décrit physiquement à Delilah. Delilah nous demande de nous décrire physiquement. Et pourquoi ? Parce qu'elle dessine. Elle veut dessiner un dessin de Henry. Elle dessine. Elle aussi, donc. Elle aussi. Puisque, comme Julia. Comme Julia, c'est ça. Intéressante coïncidence. Oui. La complicité avec elle ne fait que se renforcer. Une fois qu'on a terminé, on est prêt pour la nouvelle mission du jour. Et donc, Delilah va nous confier une mission, effectivement. Et la mission, c'est tout simplement d'attendre. De rester assis sur une chaise pendant tout l'été, à attendre qu'un feu se déclenche. Parce que c'est ça le métier de guetteur de feu, en fait. Tout à fait. Donc, on arrive au cœur du truc. Voilà. En fait, on va observer. Ambiance très... Le désert des Tartares, tu sais, de Dino Buzzati. Le lieutenant au fin fond du royaume qui attend désespérément l'attaque des ennemis, qui ne viendra peut-être jamais. Et oui. Ah oui, c'est la grande question qui se pose aussi à travers de cette expérience-là. Exactement. L'expérience de l'attente, et d'une attente peut-être pour rien. Alors, je ne connaissais pas le terme, en fait, que tu disais, là, de la fameuse table, en fait, où après on peut localiser éventuellement un départ de feu ou autre. Après, il y a la notion d'être prêt de rentrer en contact avec justement un talkie-walkie, avec des unités mobiles qui interviennent sur certains lieux. Donc là, l'idée, c'est que si on repère quelque chose, on s'y rend. C'est un peu ça l'idée. C'est plutôt ça l'idée, ouais, effectivement. D'accord. C'est pas un jeu, tu vois, de gestion, de crise, où on va devoir envoyer des unités sur le terrain, etc. Alors, on n'est pas du tout dans cette ambiance-là. C'était plus dans le sens qu'en fait, là pourrait advenir un nouveau protagoniste qui serait l'agent mobile avec lequel on échange aussi, en fait. Au-delà de potentiellement le guider, le piloter, c'était plutôt ce côté, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Et qui peut amener aussi un autre arc dans le paysage. Pour l'instant, rien ne nous laisse à penser ça. Ouais, d'accord. Vraiment, aucun indice ne nous laisse à penser ça. On est vraiment plutôt dans l'esprit, dans l'idée que on joue Henry, on continuera à jouer Henry jusqu'à la fin du jeu, et que, sans doute, la seule personne qu'on aura au bout du fil, c'est Delilah. D'accord. En tout cas, on a cette sensation. C'est pas dit explicitement, mais on le sent. D'accord. Jour 9. Les choses s'accélèrent, dans une certaine mesure. On est au 9e jour, et on retrouve Henry sur ce pont naturel au-dessus du canyon, qui admire le coucher du soleil. Il s'habitue peu à peu à son nouveau métier. Il y a toujours Delilah ou Talkie qui nous parle. La complicité augmente de jour en jour. Mais là, elle appelle, elle a de mauvaises nouvelles, parce que, il y a 2 jeunes campeuses qui sont portées disparues depuis 1 semaine. Et Henry est probablement la dernière personne à les avoir vues vivantes. Donc on sait pas trop quoi faire, et Delilah, d'ailleurs, a une idée. Elle propose de passer un peu ça sous silence dans son rapport pour éviter les malentendus. Elle veut rester un peu vague sur le sujet. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? C'est pas sûr. Vu les écrits qu'ont laissé les 2 campeuses, je dirais que c'est pas forcément bien vu, mais... c'est ça. Cut, jour 15. Au beau milieu de la nuit, le talkie retentit. Nuit noire. Henry, réveille-toi. C'est la voix de Delilah. Avec un peu de mal, on se lève. On décroche le talkie-walkie, et alors qu'on répond brusquement, ce n'est plus la voix de Delilah qui parle, c'est la voix de Julia. Ouf. Et ça ne semble pas étonner Henry, qui explique à Julia qu'il est fatigué, comment ça se fait qu'elle appelle aussi tard. Elle demande comment ça se passe, elle lui demande des nouvelles, et il dit il se passe des trucs bizarres ici.
Il se passe des trucs bizarres. Et Julia fait des bisous, elle dit de retourner dormir. Cut, jour 33. Donc ça fait 1 mois qu'on est là, c'est le matin, et on se retrouve directement sur cette piste, et Delilah, Keo Tolkien, nous demande d'aller chercher un colis de vivres dans une boîte de service au nord de la région. Elle nous dit que voilà, c'est pour renouveler. Bon, ils viennent pas jusqu'au poste. Il faut qu'on aille chercher le petit colis avec les boîtes de conserve, etc., etc. Oui, parce que c'est vrai que là, jusque-là, j'aurais pu te poser la question, mais est-ce qu'on a des pistes de comment ils faisaient pour s'alimenter ou... Oh, il y avait des petites, il y avait des provisions. Hein. Il y avait des provisions dans le poste. Il y avait 2-3 conserves. Il y a une bouteille d'huile. Enfin, on les voit d'ailleurs hein, quand on se balade un peu. J'ai pas précisé, mais il y a 2-3 petites choses pour survivre. Et pas de séquence de pêche ou pas pour l'instant, mais tu crois pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire. Très bien. Et donc sur le chemin d'aller chercher ce colis, Delilah nous dit que 2 semaines auparavant, au jour 15 plus précisément, on l'a appelée au beau milieu de la nuit, en marmonnant, et elle a compris que le mot Julia. Ok. Elle n'a pas voulu gâcher le moment, et donc voilà une explication peut-être pour le jour 15, cette fameuse conversation. Mais bon, depuis quelque temps, on peut pas s'empêcher quand même de penser en tant que joueur, d'avoir des doutes quand même, hein, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on comprend. Comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce que Henry voit ? Est-ce que c'est un personnage qui est fiable ? Et Delilah, est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce que c'est une projection de son imaginaire ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, au moment où on se trouve là ? Disons que je ne sais pas pourquoi je fais une fixette sur la bouteille. Qu'on sait que Henry était porté là-dessus, et ta narration, et a priori les éléments du jeu, ne laissent pas transparaître, n'ont pas donné d'explication parce que ça aurait pu être par exemple cela. Je vais dans cette tour de guet aussi pour couper avec ça complètement, ou une tentation avec une bouteille qui traîne ou je ne sais quoi. Et donc là, j'ai toujours ce doute que il puisse... Eh bien, alors finalement, c'est un moyen rationnel d'expliquer pourquoi il pourrait délirer. Mais ça peut, si ça se trouve, de par les arcs narratifs des autres personnages, le père, le fils, les deux guetteurs, et il y a aussi je crois que c'était pas avec le père et le fils qu'il y a cette notion de traumatisme en fait aussi. Donc voilà, on sait que c'est quelqu'un de fragile en fait, Henry. Et donc, je pense que c'est quand même compliqué de se dire que on est dans quelque chose qui va rester cantonné complètement sur des faits réels. Ouais, tu crois pas si bien dire. Hein. Le doute va s'instaurer comme ça dans l'esprit du joueur. Alors surtout que Delilah, en fait, c'est un prénom qui est assez chargé parce que en fait, c'est une référence aussi à l'histoire de Samson et Dalila en français, hein, dans l'Ancien Testament. D'accord, c'est le nom. Que Delilah, c'est Dalila. C'est quand même celle qui trahit Samson pour découvrir le secret de sa force et qui lui coupe les cheveux, le fameux secret de sa force, dans son sommeil. Et donc depuis, c'est quand même un prénom qui est le symbole de la femme fatale, de la femme séductrice et de la trahison. Mais bon, on discute avec elle en allant chercher notre colis de vivres, hein, et elle nous raconte sa propre histoire en fait, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est là, elle. Hein. Autre élément, excuse-moi, je reviens sur ma réflexion, mais quelque chose quand même qui, désormais, surtout en m'ayant dit qu'on est maintenant à 1 jour d'expérience, que les distances sont relatives, on peut parcourir le parc, et que Henry peut tout à fait quitter sa tour de guet, il peut l'abandonner alors qu'on aurait pu croire qu'il était assigné à résidence. Quelque chose qui forcément nous titille, c'est pourquoi jusqu'alors, surtout si on a aussi des degrés de liberté pour naviguer, pourquoi évidemment on ne va pas, alors peut-être l'as-tu essayé, on ne cherche pas à atteindre la tour où se trouve Delilah. Exactement, et tu l'as deviné, j'ai essayé effectivement, parce qu'on a envie de le faire, et d'ailleurs, en fait, la tour de Delilah, elle est au nord, elle est juste à côté du lieu où on va prendre le colis. Et donc moi, j'ai fait le détour à ce moment-là. Je suis monté pour essayer d'aller voir Delilah. Ok. Et en fait, on voit la tour qui est en face. D'accord. Seulement, il y a une sorte de grand ravin entre la région de Two Forks et la région que Delilah est en train de surveiller. Et en fait, au-dessus de ce ravin, il y a une sorte de téléphérique, si tu veux, de funiculaire, mais manuel, tu vois, avec une plateforme qui peut permettre de passer entre les deux. Sauf que cette plateforme, en fait, elle est de l'autre côté. Et en posant la question à Delilah, puisqu'on peut lui poser la question sur cette plateforme, on peut dire, mais moi, j'ai envie de venir te voir, en fait. Elle dit qu'en fait, c'est une plateforme qu'on n'utilise plus vraiment et que, il faut rester là où on est. Ah oui. Et donc, on ne peut pas
y aller. On ne peut pas aller dans la tour de Delilah, en tout cas pas à ce moment-là. C'est la limite du jeu et c'est vrai que c'est frustrant pour le joueur. Pour moi, ça a été frustrant parce qu'on a, à ce moment-là, on a envie d'aller voir Delilah, en fait. On a envie de se confronter à elle. Pour avoir ne serait-ce que des réponses à ces questions qu'on se pose, en fait. Mais le jeu nous frustre un petit peu en nous disant que c'est pas possible. Alors, elle nous raconte son histoire, hein, et elle aussi, c'est une histoire un peu tragique, hein, qu'il a amené ici. Elle était fiancée avec un type et elle voulait devenir monitrice d'escalade, se marier avec lui, mais le frère de son fiancé est mort dans un accident du travail et elle n'a pas été à la hauteur, voilà, pour soutenir son fiancé. Et donc celui-ci l'a quittée et elle est venue dans les montagnes avec le cœur brisé. Et donc on a un écho évidemment à l'histoire tragique de Henry lui-même. Et là, comme ça lui donne une vraie consistance. Et ça lui donne davantage de réalité, effectivement. Et de réalité, oui, pardon, oui. En arrivant à la boîte de service, on a le choix d'ailleurs, c'est assez amusant de prendre seulement notre paquet de vivres, mais il y a les 2 paquets aussi pour les autres postes d'observation des autres régions adjacentes. Et donc on peut prendre les autres paquets aussi d'ailleurs. Bon, moi j'ai joué le jeu, j'ai pris que le mien. Mais pour si les tu prends dérober les autres en fait. Paquets, Ah oui, pour d'accord. les dérober pour avoir plus de bouffe. D'accord. Et si tu prends les autres paquets, je crois qu'il y a une scène supplémentaire en fait le lendemain où Delilah t'engueule en disant mais t'as pris ce qui était pas à toi. Bon, d'accord. Bref. Mais je reboucle en fait finalement avec juste avant. Est-ce qu'on pourrait imaginer prendre les paquets pour aller les distribuer aux autres guetteurs ? Bah non plus parce que la carte en fait, même s'il y a une grande liberté de déplacement, c'est comme dans les open world en fait, c'est-à-dire qu'il y a une limite un peu naturelle, on va dire, de montagne autour, et donc il n'y a pas d'accès direct aux autres espaces. Okay. Et on aura beau attendre sur la zone, comme l'écoulement du temps est dicté plutôt par les endroits après où on va avancer, on va pas. Exactement. On va pas se rencontrer un des autres guetteurs qui viendrait à son tour chercher. Il n'y a pas d'évolution temporelle en restant sur place. Voilà. D'accord. Cut, jour 64. Ça fait 2 mois. Donc accélération énorme. Tu vois, les écarts temporels en fait sont exponentiels. On est donc début juillet, on est en pleine nuit. On ouvre la porte du poste d'observation et là, plein sud, un énorme incendie. Une fumée noire qui se dégage dans le ciel étoilé. Delilah nous contacte par talkie. Elle nous dit « Tu es aux premières loges pour ce qui sera peut-être le plus grand incendie de l'année. » Comment on s'en rend compte ? En fait, tout de suite, on voit le ciel illuminé ou on est réveillé, on jette... Le jour commence, l'image commence, on ouvre la porte, le feu est en face de nous. D'accord. C'est même pas le réveil, on est encore une fois in medias res. Le feu est en face, Delilah nous appelle. Elle s'occupe de le signaler. Bon, alors on va pas aller sur place, il y a rien à faire évidemment. C'est pas nous avec notre petit arrosoir qui allons éteindre le feu. Donc elle signale. Le feu, il se situe où ? Est-ce qu'il est par exemple justement du côté plutôt de Delilah ou il est Non, il est vraiment à l'opposé. Il est vraiment plein sud. Donc elle est au nord dans sa tour. D'accord. Donc elle est vraiment au côté opposé du feu. Et le feu d'ailleurs est assez dans le lointain, on va dire. Hein, donc il est même pas forcément exactement dans la zone dans laquelle on se trouve nous-mêmes. Okay, d'accord. On le voit de loin, mais on n'y accédera pas. D'accord. Le danger n'est pas imminent. Exactement. Mais tout de même, peut-être le plus grand incendie de l'année. Oui. Delilah aime bien trouver des noms marrants pour les incendies, alors donc on peut lui proposer des noms. Alors moi j'ai choisi de lui proposer Delilah d'ailleurs, d'appeler cet incendie Delilah. Alors elle rigole, hein, mais elle nous dit non quand même, c'est un peu abusé, donc on va l'appeler de mon deuxième prénom, dit-elle. Son deuxième prénom c'est June. Donc l'incendie s'appelle désormais June. Et les dialogues deviennent de plus en plus touchants, chaleureux entre les deux. Il y a des options de flirt qui sont de plus en plus explicites. Alors que l'incendie, que l'incendie est en face de nous et mais finalement on est dans une sorte d'admiration, de contemplation fascinée, tu vois, en pleine nuit. Et Delilah nous dit avec un ton assez tendre, je parle pas aux autres guetteurs autant qu'à toi, pas de la même manière. Et elle propose à Henry de se voir à la fin de l'été. Elle lui dit j'ai envie d'être avec toi. On lui répond moi aussi. Cut. Là, il y a possibilité d'essayer d'aiguiller les choses pour complètement stopper la relation qui s'amorce. Toujours. On est dans Toujours. On est dans quelque chose qu'on peut stopper. Moi, j'ai décidé de répondre quand elle dit j'ai envie d'être avec toi. J'ai répondu quand même moi aussi. On peut rester silencieux. D'accord. Pas dans l'idée de forcément entamer une relation amoureuse, tu vois, mais dans l'idée que je me suis dit dans cette ambiance très sombre, très solitaire et
avec cette complicité qui s'est créée, bah peut-être qu'il y a une espèce de chaleur humaine en fait qu'on recherche de manière un peu intuitive. Et donc ça me semblait le truc un peu authentique à répondre à ce moment-là. Voilà. Jour 76. Tu m'aurais dit, dans le jeu qui s'appelle Firewatch, un incendie arrive, je m'attendais à tout, sauf une scène durant laquelle, en fait, il y a un dialogue amical, voire amoureux, qui s'instaure entre deux protagonistes, au travers d'un talkie-walkie. C'est très surprenant. Et donc là, on est 12 jours après, le feu est encore en cours. Hein. D'accord, le feu n'est pas du tout maîtrisé, il est encore en cours. On est mi-juillet, et Henry se dirige vers le lac. Une canne à pêche à la main. Tu en parlais tout à l'heure, il a une canne à pêche à la main, il veut pêcher un poisson pour varier un peu la nourriture, il en a marre d'avoir des canettes, des conserves. Bon, Delilah lui dit, tu vas braconner du coup, c'est bon, c'est qu'un poisson, personne n'en saura rien. Alors Delilah vraiment désormais est en permanence avec nous, hein. On sent que sa présence devient vraiment essentielle à Henry. Hein. Il y a même quasiment plus du tout de pause en fait entre les dialogues. Elle-même dit d'ailleurs, elle nous a dit qu'elle ne parlait pas aux autres guetteurs autant et de la même manière qu'avec nous. Elle nous prévient tout de même, on a repéré un ours près du lac. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux regarder s'il n'y a pas des empreintes Donc on s'approche du lac pour pêcher un poisson et éventuellement repérer des empreintes d'un grizzly. Et là, première chose qui nous saute aux yeux, c'est qu'il y a un bloc-notes qui est posé sur un rocher à côté du lac. On prend le bloc-notes, et sur le bloc-notes, en haut, il y a marqué Wapiti Station, la station Wapiti, et ce sont des notes prises à la main et datées du jour 64. Le jour 64, c'était le jour, tu sais, il y a une douzaine de jours où on a repéré l'incendie. Et là, les notes reprennent littéralement tous les échanges entre Henry et Delilah au talkie-walkie devant l'incendie. Donc il y a marqué aux premières loges pour assister au plus grand incendie de l'année. Je ne parle pas aux autres guetteurs comme je te parle à toi, pas de la même manière. Il y a des commentaires du genre D, Delilah, a des sentiments pour 2F. 2F, c'est Two Forks, donc le guetteur de Two Forks. Il y a des commentaires notés à la main sur les dialogues qui ont eu lieu entre Delilah et Henry. Non, mais faut arrêter. Le gars, quand même, là, même avant ça, il y a le plus grand incendie de l'année, et là, il part à la pêche. Quand même un truc qui quand même cloche légèrement. Bon, et là, en plus, là, maintenant, donc là, le satellite, il tombe quand du ciel, là, hein? Ouais, on s'éloigne un peu de la réalité, ouais. C'est le Truman Show numéro 2, là, non? Mais tu crois pas si bien dire. On fait quelques pas, et là, il y a un talkie-walkie rouge qui est posé au sol. Juste le temps de le prendre en main, et soudain, Henry se prend un coup derrière la tête. Et il tombe, assommé. On se réveille après un bon KO, on n'a plus le bloc-notes, on n'a plus le talkie, et là, on a un nouvel objectif, évidemment, c'est un lieu sur la carte qu'on n'a pas encore vu depuis le début du jeu, qui s'appelle Wapiti Meadow. Attends, où se réveille-t-on? Au même endroit près du lac. Et quelques heures après, quelque chose comme ça. Quelques minutes après, plutôt, je dirais. Okay. Voilà. On se réveille quelques minutes après, et là, on a Delilah au talkie, qui a du mal à croire que ça pourrait être quelque chose de grave. Enfin, elle dit, c'est bizarre quand même. Elle semble un peu, elle-même, mettre en doute ce qu'Henry lui dit, comme si Henry avait un peu des visions ou des hallucinations. Bon. Et donc, on a un nouvel objectif, c'est le lieu marqué sur la carte qui s'appelle Wapiti Meadow, qui est peut-être cet endroit qui est la Wapiti Station. Et d'ailleurs, en plus, tu le devines, j'imagine, c'est le lieu, tu te souviens, il y avait une clôture grillagée qu'on avait vu un peu plus tôt dans le jeu, grande clôture un peu bizarre. C'est la clôture, évidemment, qui entoure Wapiti Meadow. Donc on arrive à cette clôture, il y a une porte, mais elle est cadenassée. C'est totalement impossible d'entrer à l'intérieur. Delilah a une idée, elle nous dit, il y a des pompiers qui sont en charge des feux contrôlés. Tu sais, on fait des feux pour contrôler l'extension des incendies au lieu d'aller les éteindre directement. En fait, on crame tout ce qu'il y a autour de manière contrôlée pour éviter qu'ils aillent au-delà d'une certaine zone. Et justement, ils ont fait des feux contrôlés la veille au sud de la zone, tu vois, pour éviter que l'incendie ne se propage jusqu'à Two Forks. Et donc peut-être qu'ils auraient quelque chose pour ouvrir la porte. Donc, direction le sud-est de la zone, un ancien camp scout où les pompiers ont l'habitude de poser leur camp. Et alors les pompiers, ils sont plus là. Ils ont l'air d'être déjà partis, ce qui semble d'ailleurs un peu bizarre à Delilah. Elle dit c'est bizarre qu'ils soient partis alors qu'il y a le feu qui est à côté. Bon, ils ont fait les feux contrôlés, mais ils auraient dû rester là. Bon, bizarre. On récupère une hache quand même, cependant.
On a des indices quand même qu'ils étaient là il y a pas longtemps, moi, ou pas du Ils tout? devaient être là parce qu'il y a des indices de leur passage, il y a du matériel, il y a des lettres, et il y a une hache qu'on récupère, qui va nous servir à déblayer des raccourcis, à construire des ponts avec des arbres. Et on trouve aussi une lettre. Et dans cette lettre, elle a été adressée à cette équipe de pompiers qui sont venus donc suite aux inquiétudes en fait d'un docteur qui est le docteur Simmons. Et le docteur Simmons, c'est un docteur qui travaille à Wapiti Station, cette fameuse station Wapiti qu'on doit aller vérifier. Et le docteur Simmons s'inquiétait des feux de forêt justement pour leur station, qui a priori serait une station de recherche. Alors Delilah là commence à paniquer complètement, elle commence à vriller total. Elle dit mais quelqu'un note toutes nos conversations et maintenant on apprend qu'il y a un site de recherche par ici. Et là Henry lui dit mais en fait c'est des recherches qui portent sur nous. C'est nous en fait le sujet de leur recherche. Ouais. Donc tu disais le Truman Show tout à l'heure. Non mais là en fait moi je suis dans une atmosphère. Alors c'est très compliqué. Je vais pas développer là. C'est vraiment des atmosphères très Shyamanesques. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vais pas du tout aller dans les, parce que sinon c'est rien que dire le titre d'un des films, ça peut, il y en a au moins 2 auxquels je pense. Un peu Lynchienne peut-être aussi. Aussi, mais là en fait Lynch, je pense qu'il aurait proposé déjà des phases bien plus, comment dire, psychédéliques ou avec des fantômes. Là en fait il y a, bon, je reviens sur mon image du fil, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais les éléments quand même sont faits pour nous donner à croire que tout peut être tangible. Et même en étant tangible, en fait, on peut avoir aussi une sortie du bocal dans lequel on se trouve, qui fait qu'on se rend compte que tout était bien réel, mais par contre, c'est presque encore pire parce qu'il y a une espèce d'observateur qui, nous regarde en fait, nous observe comme si on était dans un laboratoire, une souris nous regarde ou nous écoute. Parce que figure-toi que sur le chemin de la station Wapiti, Delilah et Henry s'arrêtent un instant de parler, et là brusquement on entend quelqu'un tousser dans le talkie-walkie. C'est maintenant certains qui ne sont pas seuls sur la ligne. Et donc on est le lendemain matin, jour 77. Ok. Et Delilah nous appelle, d'un ton étonnamment guiré d'ailleurs. Elle nous dit « Hello sunshine ». On comprend vite que c'est une façade en fait pour nous faire comprendre quelque chose sans alerter la personne qui éventuellement nous écoute. Elle nous dit de regarder l'affiche de la flore qui est affichée dans la pièce. Elle dit regarde le 2e arbre en haut à gauche. Tu pourrais aller te balader vers l'endroit qui porte ce nom sans le dire à haute voix pour passer une journée magnifique. Bref. Oui, d'accord. Parce qu'une autre hypothèse aurait pu qu'elle ait, je sais pas, elle ait été droguée ou qu'elle ait subi un lavage de cerveau qui fait qu'on ne la reconnaît plus trop ou qu'on se. Non, là, oui, ok. Donc là, on voit vraiment qu'elle cherche à nous faire passer des messages de façon un peu codée. Pour que un éventuel espion sur la ligne ne puisse pas détecter que il y a autre chose à décoder dans le message. C'est ça. Okay. On se dirige vers la crique que Delilah nous montrait, près du camp scout d'ailleurs, on était la veille. On ouvre la boîte de service et là on comprend le truc. En fait, elle a laissé un nouveau talkie-walkie à l'intérieur pour se parler sur une ligne sécurisée. Entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue nous le porter directement au poste d'observation ? Parce que c'est elle qui l'a apporté, hein. Elle nous le dit, je suis venu jusqu'ici, donc elle est passée à côté de notre poste, littéralement. Pourquoi elle n'est pas venue nous le porter directement ? Bon, question qu'on pourrait éventuellement se poser. En tout cas, l'ambiance change de plus en plus vite. Là, la musique qui accompagne notre trajet jusqu'à Wapiti Station, puisque c'est notre prochaine étape, hein, évidemment. Guitare électrique, quelque chose vraiment d'assez angoissant. L'état mental de Henry semble se déliter minute par minute. Il en vient à se demander d'ailleurs s'il n'est pas en train juste d'imaginer tout ça. Est-ce que tout ce qui l'entoure est seulement la vérité ? Peut-être est-ce qu'il est en train d'imaginer qu'il a une chef à qui il parle depuis 2 mois et demi, mais qu'elle n'existe pas. Peut-être qu'il est en train d'imaginer que quelqu'un l'espionne en permanence. Delilah lui répond « Mais non, je suis aussi réel que le ciel est bleu. » Mais en fait, le ciel n'est plus si bleu que ça depuis quelque temps, parce que je te rappelle qu'il y a toujours un incendie depuis tout à l'heure, depuis 12 jours là. Depuis quelque temps, en fait, l'air est empreint d'une fumée de plus en plus dense. Bien sûr. Et d'une couleur qui devient de plus en plus rouge-orangé et qui rappelle que l'incendie est en train de se propager de plus en plus. Arrivé à la station Wapiti, bon, on défonce la grille avec la hache. Le site est un peu bizarre, un peu shady. On trouve une note qui parle d'équipement gouvernemental. Quand on commence à s'approcher, la nuit tombe et bientôt, d'ailleurs, on est dans l'obscurité la plus totale avec juste la faible lumière de notre lampe de poche.
il y a un sol comme ça qui est quadrillé par des cordes, des trépieds de surveillance qui bipent, mais dans le plein air, hein, et il y a une tente. Au fond de l'espace, là au fond de cette zone, il y a une tente, tu sais, autour, dans l'espace grillagé. Ça devient de plus en plus flippant. On s'approche de la tente, il y a personne dans cette tente, mais on met la main sur un récepteur d'ondes qui détecte des objets, n'importe quel objet qui émet un signal. Il y a 3 lits dans la tente comme ça, et surtout sur ce bureau, il y a des rapports. Il y a des rapports d'observation, et notamment il y a 2 rapports d'observation. Et tu devines peut-être quels sont les sujets de ces rapports d'observation. Il y a un rapport d'observation sur Delilah, et il y en a un sur Henry. Et donc c'est des rapports vraiment très complets, hein. Donc il y a Delilah, 43 ans, fiable malgré son alcoolisme, observatrice, charismatique, égocentrique, perception faussée de son histoire personnelle, n'a jamais été mariée, pas d'enfant, ne marche ou quitte les environs que très rarement, etc., etc. Donc t'as vraiment des détails très précis, hein, sur le comportement de ce personnage. Pareil pour Henry. Et là, il y a marqué « Le sujet est peut-être conscient du test. Nous suggérons d'abandonner si le sujet décide de quitter son poste. Très grande susceptibilité à la manipulation. » Génial. Delilah est complètement paniquée, elle vrille totale, elle suggère même... D'accord, parce que oui, ça c'est important, c'est que Delilah... On l'a au talkie. Hein. C'est ça, elle est témoin de tout ça, oui, ok. On l'a toujours au talkie, on lui raconte ce qu'on vient de trouver, elle suggère de foutre le feu à l'endroit et de le signaler pour se débarrasser de tout ça. Alors, foutre le feu quand même, on est censé plutôt être des guetteurs de feu, donc là elle dit carrément « fous le feu à l'endroit ». Henry dit non. On décide de retourner à la tour d'observation, mais en partant, on se retourne, et là on se rend compte que y a quelqu'un qui a foutu le feu à la station. C'est pas Delilah, elle est dans son poste. C'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Ok. Un peu plus tard dans la nuit, le récepteur d'ondes se met à biper. Le récepteur qu'on a récupéré dans le camp. Ah oui, c'est vrai que cet élément-là, ouais. Delilah nous appelle. Elle est complètement bourrée. Elle a récupéré une bouteille de tequila. Ça sert à rien de discuter avec elle. Donc nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de suivre le récepteur d'ondes. Donc on descend de la tour, on arrive, on se balade dans la forêt, et là on arrive dans un coin paumé dans les broussailles, et là on a un sac à dos devant nous. Un sac à dos étrange, parce que dès qu'on le récupère, il y a une alarme qui sonne derrière. L'alarme, on la défonce à la hache, et au sac à dos est accrochée une clé. Une clé avec un numéro marqué dessus. C'est la clé de la grotte 452. Ah, la grotte 452, oui. C'est la fameuse grotte 452, dont Delilah disait que la clé avait été perdue 3 ans plus tôt. Et alors pendant que Delilah essaie de comprendre ce qui se passe, elle essaie de relier tous les points de l'énigme, mais bon, elle est complètement bourrée, donc ça ne mène à rien. Elle constate, elle dit, bon, heureusement, t'es retourné à ton poste. Mais non, on est toujours dans la forêt. Pour le bas de combat, en fait, il y a quelqu'un dans la tour. On retourne en 4e vitesse à la tour. L'intrus a eu le temps de s'échapper, mais sur la porte de la pièce, il y a un Walkman qui est accroché. Un Walkman avec une cassette audio à l'intérieur, on écoute, c'est un enregistrement de la conversation qu'on a eu juste avant avec Delilah, qui proposait de faire cramer la station Wapiti. Et en fait, un enregistrement tronqué, mais très compromettant, qui peut faire croire qu'en fait, c'est nous qui avons foutu le feu, c'est moi, Henry, qui ai foutu le feu à la station. Delilah est en panique, dernière phrase, avant le cut. « What the fuck is happening, Henry ?» Cut, jour 78, le lendemain matin. Donc le dessin, je te le fais, la forêt est complètement embrumée par la fumée des 2 incendies. Il y a des étincelles qui commencent à traverser l'air, ça devient de plus en plus étouffant, la visibilité est de plus en plus réduite. Bon, quand tu compares ça avec le premier jour, ça n'a plus rien à voir, hein, au niveau de l'environnement, au niveau des graphismes, etc. On est vraiment dans un espace extrêmement étouffant, oppressant. D'accord. Et donc la seule solution qui s'offre à nous, en fait, c'est de trouver des réponses. Et les réponses, peut-être qu'elles sont dans cette fameuse grotte 452. Ouais. Sinon, comme le dit Delilah, on partira d'ici avec des menottes au poignet, quoi. Et donc, on se précipite vers la grotte. Direction la grotte. Ouais. On a traversé le premier jour, hein. Pas mal, le foreshadowing, évidemment. La clé ouvre bien la porte grillagée qui mène à un goulot étroit au cœur de la montagne. Un environnement très sombre, très froid, caverne comme ça, et à peine entré, quelqu'un qui referme la porte derrière nous. Donc on est bloqué à l'intérieur de la grotte. On peut toujours communiquer avec Delilah ou pas ? Non. Dans la grotte, le talkie-walkie ne passe plus, évidemment. Et donc, il faut se frayer un chemin vers une autre issue. On est dans la grotte, on traverse la grotte sur le chemin, on casse des pierres, etc. avec la hache, on essaie de se débrouiller comme on peut. Et à un moment, on observe, il y a une pente qui descend dans les profondeurs de la grotte, là, et on voit d'ailleurs à un moment une chaussure.
qui est posée sur un rocher, une chaussure rouge. On crie comme ça, personne ne répond. Bon. On sort de l'autre côté, et là on aboutit dans une zone un peu à l'écart qu'on n'a pas vue depuis le début du jeu, une zone qui n'était pas accessible. Et justement, on tombe sur une sorte de camp dans un recoin là à flanc de falaise, qui est un camp un peu improvisé, qui est un camp d'ados en fait, un camp d'adolescents, avec une muraille qui a été dessinée au mur, avec des fanions un peu fait maison, des comics, et on comprend que c'est en fait le camp secret de Brian Goodwin. Ouais. Qui était là 3 ans plus tôt. On trouve un dossier scolaire, des trucs scientifiques, il y a une fiche de personnage de Donjons et Dragons. Bon. Il y a un paquet de piolets d'ailleurs, que Brian a volé à son père, pour pas qu'il l'emmène refaire de l'escalade. Il aimait pas trop que son père l'emmène faire de l'escalade pour passer, tu sais, dans tous les chemins de l'endroit. Ouais. Donc il avait volé les piolets, donc on les récupère, ça tombe bien. Bref, on retourne dans la grotte, et on a nos piolets, et c'est le moment de la grande révélation. On va enfin trouver ce qu'il y a à l'intérieur de cette grotte, on va voir ce qui s'y trouve, peut-être accéder aux réponses qu'on attend depuis déjà des jours et des jours entiers. On plante un piolet, on plante une corde, on descend, et après quelques pas, c'est le choc. On découvre, au bas de la pente, on avait vu la chaussure rouge, un corps, un cadavre desséché d'un être humain, et c'est pas n'importe quel être humain évidemment, c'est Brian Goodwin. C'est Brian, cet ado qui était là, qui a sans doute fait une chute mortelle. On parvient à sortir de la grotte par un chemin annexe là qui nous ramène près du poste de Two Forks, et on n'a plus qu'à annoncer la terrible nouvelle à Delilah. On l'appelle au talkie, on est dit. On n'a aucun indice, enfin en tout cas, où tout laisse à penser que c'est un accident, ou est-ce qu'on pourrait Ça laisse à avoir penser que c'est un accident, mais la première réaction de Delilah, c'est de dire que c'est Ned qui a tué son fils, qu'elle lui a jamais fait confiance, et que il aurait peut-être maquillé la mort de son fils en accident. Cut. C'est le lendemain, on est le jour 79, et là, c'est air de fin du monde, hein. L'air est saturé de brume enflammée, toute l'image est recouverte d'un filtre orangé. L'incendie de June et l'incendie de Wapiti se sont rejoints. Il faut s'enfuir, tout simplement. Les hélicos arrivent, sont sur le chemin. Ils arriveront au poste de Thorofair, donc au poste de Delilah. Donc il faut rejoindre le poste de Delilah, justement. C'est le moment. D'accord. Henry, au talkie avec Delilah, voudrait parler de comment tout ça peut être lié. C'est pas très clair. La surveillance, la mort de Brian. Bon, Delilah, elle en a aucune idée. Elle en peut plus, de toute façon. Elle nous dit juste viens me rejoindre et on s'en va. Voilà. Et là, le récepteur d'ondes se remet à biper. Et donc, on se fraye un chemin dans une forêt où on ne voit plus rien à 3 pas devant nous, hein. On suit le bip, et le bip nous mène à une nouvelle cassette, qui est accrochée cette fois à flanc de colline, avec une corde qui pend, qui a été installée, et avec un mot peint sur le mur, Henry, avec une flèche qui monte, qui nous incite à monter à cette corde. On prend la cassette, on la met dans le Walkman, et là, il y a une voix qui commence à retentir pendant qu'on monte la corde. C'est la voix de Ned Goodwin. Oh donc, et cette voix nous explique beaucoup de choses. Donc Ned connaît Henry. C'est lui qui nous espionne depuis le début, en fait. Depuis qu'on a traversé la grotte en mai, près de là où est mort son fils, il n'est jamais parti de la région, en fait. Ça fait 3 ans qu'il est là, et au moment où il a disparu, c'est au moment de la mort de son fils qu'il n'a jamais dit à personne. Il a bricolé une antenne pour intercepter les conversations de Delilah, et il y a une semaine, nous dit-il dans cette cassette, Ned a arrêté d'avoir peur qu'on découvre tout. Il se défend d'avoir tué son fils. Il dit qu'il lui apprenait à faire de l'escalade. Il dit que, avec un air un peu méprisant, il dit que son fils ne savait rien faire de ses 10 doigts, qu'il est mort accidentellement, qu'il ne pouvait rien y faire. Et au lieu d'en prendre la responsabilité pour en appelant les secours, Ned s'est enfui au cœur de la forêt. Il s'est installé dans un bunker qu'on découvre, dans lequel il y a des provisions qui ont été volées aux guetteurs. Il y a des choses qui ont été volées aux campeuses aussi. Il y a du matériel scientifique qui a été volé dans la station Wapiti, des radios bricolées, etc. Et donc là, on comprend tout. En fait, c'est bien Ned qui a cassé la vitre le premier jour, qui s'est infiltré dans la tour. C'est lui qui a coupé le câble et qui a dispersé les affaires des campeuses pour les faire accuser elles. C'est lui qui nous a assommés près du lac, bien sûr. Et c'est lui aussi, en fait, qui avait déposé au site de Wapiti les faux rapports scientifiques qu'il a lui-même tapé à la machine. Et d'ailleurs, on découvre une machine à écrire avec ses rapports sur Delilah, ce rapport sur Henry. En fait, ces rapports, c'est pas les scientifiques qui les ont écrits, c'est lui-même. Et il allait les déposer là-bas pour qu'on les découvre et qu'on croit que on était surveillé par une espèce de complot, tu vois. Et c'est évidemment lui qui nous a transmis les cassettes dans un Walkman. Et désormais, nous dit-il, il a décidé de partir encore plus profondément dans la forêt.
ça sert à rien d'essayer de le retrouver. On le retrouvera jamais. Mais quel était son but? C'était de le faire accuser Henry ou Delilah d'avoir potentiellement tué son fils? Alors c'est pas clair du tout justement, c'est pas clair, c'est un peu au genre de découvrir. Au départ, on sent qu'il voulait pas qu'on découvre la vérité, et finalement, au bout d'un certain temps, il nous donne lui-même des indices en fait pour qu'on découvre la vérité. Est-ce que c'est par culpabilité, tu vois, depuis 3 ans de n'avoir rien dit, d'être caché dans la forêt? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? En même temps, il nous avait mis une cassette, tu sais, avec des trucs compromettants. Peut-être que c'était une manière de nous dire si vous ne venez pas découvrir la vérité, ben je peux vous faire accuser, une sorte de chantage en fait, hein, de faire accuser de c'est vous qui avez commencé le feu. Oui, mais peut-être qu'il a évolué, comme tu dis, effectivement. Peut-être qu'après... On sait pas trop. Peut-être nous utilise-t-il en fait comme un proxy, tu vois, pour révéler la vérité à sa place. D'accord. Et en discutant avec Delilah de cette découverte, elle reste persuadée qu'il a tué son propre fils. Et donc là, le dernier trajet s'enclenche, hein, puisqu'il faut remonter tout au nord, jusqu'au téléphérique manuel. Et fuir. Qui nous sépare du poste de Delilah, et pour fuir, on court, on remonte toute la zone. Alors c'est un chemin assez long, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on traverse vraiment la map du sud vers le nord. On arrive au téléphérique, on peut le prendre cette fois-ci. La nacelle est de notre côté. Le poste d'observation est là devant nous, hein. Et quand on arrive de l'autre côté du téléphérique, il y a son poste d'observation qui est là. Et en fait, c'est celui qui était sur l'écran de menu du jeu, le menu principal. On monte les marches 4x4 qui nous séparent de Delilah, d'enfin la retrouver, d'enfin la voir. Et quand on arrive en haut, elle est partie sans nous. On retrouve les mots croisés dont elle a parlé à plusieurs reprises dans ses dialogues. Il y a le dessin qu'elle a fait de Henry au 3e jour, tu sais, quand elle lui demandé de se décrire. Il y a son dessin qui est là. Donc tu reparcours tous les échanges, enfin des points d'échange que tu as avec elle lors de tu reparcours mentalement tous les échanges en fait que tu as eu avec elle depuis le début du jeu. Et là, Henry est dépité, hein. Et on s'assoit à son bureau. Il y a un poste de radio. On prend le casque. Elle nous contacte. Et elle nous explique qu'elle n'avait pas la force de nous voir, que ça lui ferait trop penser à Brian. Et Henry est déçu, évidemment. On discute un peu. Les deux s'accordent sur leur version des faits. Ils s'accordent sur le fait de mentir, en fait. C'est-à-dire de dire qu'ils ont trouvé un ancien garde forestier qui a tué son fils unique et qui a décidé de vivre en ermite. Voilà, ce sera la version officielle. D'accord. Et Layla, elle dit qu'elle reviendra jamais à Sorrowfair, dans la région. D'ailleurs, elle nous donne un conseil, nous dit de retourner en Australie voir Julia. Elle nous souhaite bonne chance. Et juste comme ça, alors qu'on ne voit littéralement plus qu'un air saturé de lumière orangée, d'étincelles enflammées, on descend les marches, il y a l'hélicoptère qui se pose en face de Henry. Henry monte dans l'hélicoptère et le générique se lance. Et alors le générique se lance sur une musique un peu folk blues, tu vois. Et en même temps que les noms défilent, on voit sur le côté les photos développées de l'appareil photo jetable de Brian Goodwin. Oui. On avait récupéré. Et donc on voit toutes les photos qu'on a prises nous-mêmes avec l'appareil photo jetable. Voilà, donc toutes les photos qu'on a prises. Et il y a les dernières photos. Et les dernières photos, c'est celles qui étaient dans l'appareil et auxquelles on n'avait pas accès, qui ont été développées, qui avaient été prises par Brian lui-même quand il était à Two Forks avec son père. Et là, on voit des moments avec son père à Two Forks. Il joue avec son dinosaure en plastique devant le poste. Il prend son père en photo lors d'une randonnée. Il se prend en selfie sur la terrasse du poste d'observation. On voit qu'il a un grand sourire, très innocent, très pur. Et enfin, la dernière photo, c'est une photo père-fils sur les marches du poste d'observation qui semble contredire, hein, avec une pointe d'amertume, le récit sur lequel Delilah et Henry viennent de s'accorder. Et c'est la fin de Firewatch. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Bigot? Merci, c'était génial la façon dont tu l'as raconté au travers aussi de la façon dont tu l'as vécu en y jouant. Et c'était une expérience géniale. Et le fait de l'avoir en fait en audio, c'est assez fou parce que j'ai été traversé par des projections et des fulgurances, mais qui partaient dans tous les sens, et donc une excellente sensation de déstabilisation. Ça paraît bizarre de dire ça, c'est-à-dire de se faire balloter mentalement. Et ce que je trouve assez génial, c'est que en fait, j'ai toujours un cerveau moi qui a tendance à essayer de tout mettre sur une ligne avec des effets de puzzle qui viendraient en fait amener
même si ça paraît dispersé, après rassembler tout avec un côté très déterministe des choses. Et là, ce que j'adore, c'est qu'en fait, il y a des éléments qui sont posés par le prologue sur le passé de Henry, donc qui vont nécessairement t'habiter. J'aurais dû commencer par ça, le titre du jeu, en fait, et le décor d'un incendie qui se lance, en fait, là. Les pistes après que va dresser Brian, je dirais, au milieu de ça. Et finalement, Henry, voilà, il est soumis, en fait, au hasard de toutes ces choses qui vont le transpercer, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient dans des fins manipulatrices, ou que s'il se fasse prendre par les sentiments, par rapport à ce qu'il a vécu et ce qu'il commence à essayer de faire naître en lien avec la relation qu'il peut établir avec Delilah. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'en fait, tu essaies de jouer les enquêteurs finalement quand tu te retrouves dans ce jeu-là, et tu subis juste les choses, et tu te rends compte finalement que Henry, et donc toi aussi tu es peu de choses finalement par rapport à tout ce qui toutes ces conjectures qui te heurtent, et c'est vraiment vraiment fort, je trouve, cette sensation-là. Ouais, et c'est ce qui a frustré un petit peu les joueurs d'ailleurs, hein. À l'époque où le jeu est sorti, les joueurs se sont retrouvés, enfin il y a eu toute une controverse, c'est un peu excessif, mais il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur le jeu qui disaient que justement cette fin où finalement on est comme une espèce de plume lancée dans les airs, et et cette sensation de n'avoir plus finalement de prise sur quoi que ce soit, et ces pistes qui se construisent et qui deviennent finalement des fausses pistes ou des impasses à la fin, et finalement on est peu de choses comme tu le dis. Et aussi bien sûr le fait de ne pas voir Delilah, le fait de ne jamais la voir, et même à la fin de ne pas avoir cette révélation-là, ça a été une espèce de frustration quand même pour beaucoup de joueurs. Et moi, je dois dire que même la première fois que je l'ai fait, moi aussi j'ai ressenti ça en fait. Et là, de le refaire, tu vois, quelques années plus tard, avec une autre perspective, qui est la perspective du podcast, finalement, j'ai vu aussi, et puis peut-être avec aussi une expérience personnelle qui a aussi évolué, tu vois. Je comprends mieux en fait ce que vit le personnage, ce que vivent les personnages. Je suis plus en lien avec ça, même personnellement, tu vois, dans ma vie, dans mon expérience personnelle. Et donc j'ai pris beaucoup plus de plaisir en fait, et beaucoup plus de plaisir à cette semi-frustration qui en fait n'en est pas vraiment une. Et j'avais une autre question, peut-être avant de conclure, c'est le studio de développement, j'ai oublié le nom. Camposanto. Leur première expérience, ou ils ont proposé déjà d'autres choses? Est-ce qu'après ce qu'ils ont proposé était complètement différent de ça? C'est vraiment l'association de plein d'artistes et de créateurs, de créatrices très originaux dans leur domaine à chaque fois. Et c'est leur premier jeu ensemble, on va dire. Et avait été envisagé une sorte pas de suite, mais en tout cas un deuxième jeu un peu dans la même veine, qui s'appelait In the Valley of the Gods, qui était très attendu, hein, et qui est tombé dans le fameux Development Hell, c'est l'enfer du développement, puisque le studio en fait a été absorbé par Valve, et finalement les membres du studio ont été déployés sur d'autres projets. Et donc c'est un jeu qui est tombé complètement à l'eau. Et donc en fait c'est en quelque sorte l'unique jeu de ce studio, ce qui en fait un objet encore plus, tu vois, fort sur singulier, le plan singulier sur le plan vidéoludique. C'est-à-dire c'est une proposition radicale, quoi, qui n'aura sans doute jamais d'écho à l'intérieur du même studio, mais autour de laquelle peuvent se construire d'autres propositions. Et je trouve ça intéressant, quoi. Ah oui, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette perle rare, c'est le cas de le dire, compte tenu aussi de ces aspects de contexte de développement qui n'ont pas pu être reconduits et autres, mais ouais, c'était très chouette à écouter, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Merci beaucoup. Eh ben écoute, merci à toi Bigot de m'avoir écouté. Merci à vous toutes et tous aussi, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir découvert, ou pas d'ailleurs, Firewatch à travers cet épisode. On vous rappelle que on est très très friand de vos commentaires, remarques, suggestions, n'hésitez pas. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode, et ce sera évidemment Bigot qui me racontera un jeu. Et sachez, on va voir où ça nous mène un petit peu aussi, cette histoire-là, mais qu'on réfléchit de plus en plus à faire un épisode avec un ou une invitée. Donc voilà, continuez de nous suivre, et on verra bien ce qui va se passer.
On vous dit à bientôt et au plaisir de vous retrouver sur d'autres épisodes. Salut, salut! Ciao, ciao. Vous y avez pris goût et nous aussi, en guise d'épilogue de cet épisode et de teaser du prochain. À la fois épilogue et teaser, donc, c'est le moment du teasologue. Après cette balade en forêt, après ce balado en forêt, poursuivons notre périple tout feu tout flamme au pays des cracheurs de feu, au pays des dragons. L'hiver approche, certes, mais ne vous méprenez pas. Il ne s'agit aucunement de jouer à qui veut prendre sa place au jeu de la foire du trône. Sabre clair et vif comme l'éclair, aventurons-nous dans des contrées fantastiques, fantaisistes, fantasmagoriques. Dans ce pays, Alice y a fait des merveilles. Loin de notre cocon, apprivoisons ce monde où féerique et robotique font bon ménage, font bon mélange. C'est si bon comme ça, quand tout se mélange, ça donne un goût étrange. Oui, goûtons l'étrangeté, goûtons l'altérité. Oui, régalons-nous-en pleinement, à pleines dents. Toi aussi qui m'écoutes, goûte, tape un croc de lion pour rugir de plaisir, un croc de dragon pour brûler de désir.